Sébastien Tissier fait partie d'une espèce assez rare parmi les entrepreneurs du web, puisque dans une autre vie, il a eu une vraie boîte, entre guillemets. Il a eu des bureaux, il a eu des employés, et il a eu toutes les responsabilités qui vont avec ça. Aujourd'hui, il vit au Cambodge, c'est un expert dans l'acquisition rapide de listes email. Et donc dans cet épisode, j'ai invité Sébastien pour discuter des techniques de pointe du moment pour collecter des listes email, ce qui est la grande spécialité de Sébastien. Pour parler de son expérience d'entrepreneur en dur, avec des bureaux, avec des employés, et pourquoi il a fait la transition vers le web et vers l'Asie du Sud-Est. Son avis expert sur les tactiques à la mode du moment, comme le dropshipping. Je sais que beaucoup d'entre vous sont curieux de vraiment pouvoir démêler le vrai du faux dans le dropshipping, un milieu où il y a beaucoup de formateurs qui sont apparus et qui promettent monts et merveilles. Sébastien a pas mal d'expérience là-dedans et vous donne un petit peu son avis. Également sur la question des bots Messenger. Un remplacement potentiel au milieu de l'email marketing, ou en tout cas une alternative intéressante, et quelque chose sur lequel Sébastien a pas mal expérimenté, et je voulais avoir son avis là-dessus. Et finalement, on parlera de combien de temps ça prend pour réussir sur Internet en règle générale, selon mon expérience, selon celle de Sébastien, selon les différentes personnes qu'on a pu voir et rencontrer. Et pour terminer, si vous écoutez l'épisode jusqu'au bout, vous allez pouvoir entendre une idée de business géniale que Sébastien vous sert sur un plateau, et en tout cas un très bon modèle sur comment trouver de nouvelles opportunités, même dans un domaine qui peut sembler, vu de l'extérieur, un petit peu saturé. Donc sur ce, sans plus de transition, je vous invite à écouter ma conversation avec Sébastien Tissier de Black Hat Marketing. Salut Sébastien, bienvenue sur le podcast. Pour commencer, ça serait pas mal que tu nous parles un petit peu de tes projets, de ce que tu fais dans la vie. J'ai différents projets en fait. On s'est croisés, on a eu un peu l'occasion d'en parler. Moi, je suis un vieil entrepreneur qui a pas forcément démarré dans le digital, et depuis maintenant 7 ans, en revanche, je suis installé en Asie, reconverti dans le digital, et j'ai 2 projets où j'apparais un peu plus maintenant, en public du moins, qui sont Black Hat Marketing, où on développe un petit peu des stratégies de gros hacking, et puis de l'autre côté, un SAS que je développe avec mon associé Julien, qui est également associé sur Black Hat Marketing, mais lui qui est développeur et qui est un petit peu dans l'ombre, mais qui travaille effectivement un peu dans les coulisses de ce SAS, qui est un peu dans la continuité de ce qu'on fait sur Black Hat Marketing, à savoir fournir du contact ciblé. Tu peux définir SAS pour les auditeurs qui sont pas familiers avec la terminologie ? Oui, bien sûr. C'est un logiciel en ligne, en fait. Pendant très longtemps, on installait des logiciels sur nos ordinateurs qui impliquaient de mettre à jour tout le temps pour avoir les dernières fonctionnalités, alors que la technologie des services et des softwares online, en fait, permet d'avoir quelque chose qui a une plateforme sur laquelle on va se connecter, qui donne accès à un ensemble de services, comme les autorépondeurs, par exemple. Il y a des Aweber, GetResponse, ce type de choses-là. Les ClickFunnels et compagnie sont des SAS, effectivement, qui offrent un service online. Donc la grosse particularité de ce business model, c'est le revenu récurrent. C'est qu'en général, tu payes tous les mois ou tu payes éventuellement un plan annuel. Ouais, c'est exactement ça. L'intérêt, c'est d'avoir une visibilité sur ce qu'on peut développer. Effectivement, là, pour le coup, sur le business classique des softwares, on payait effectivement souvent, du moins à l'achat. Il y avait des choses qui sont arrivées avec Windows, où ils ont introduit le système des licences et des renouvellements annuels. Et puis là, effectivement, sur ce type de business, on est sur des forfaits mensuels qui permettent aux gens d'avoir plus de souplesse, et à nous, de l'autre côté, d'avoir des revenus qui soient plus stables et plus prévisibles aussi. Tu dirais que tes revenus entre... Donc, Black Hat Marketing, les revenus, c'est principalement quoi ? De la formation et de la prestation ? La formation, aujourd'hui, c'est une grosse porte d'entrée. En réalité, moi, j'ai, comme je te le disais un peu plus avant, du moins, que mon parcours, en fait, c'est plus un parcours d'entrepreneur classique, au sens où j'ai eu des SARL, des employés, des salariés. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont pas dans le monde du digital, qui ont des vrais business en dur et qui sont un peu perdus dans cette révolution numérique, et nous, on les aide. Alors, les formations, ça fait de bonnes portes d'entrée, et puis on développe énormément de prestations qui sont effectivement beaucoup plus chères que les formations. C'est-à-dire, une formation, on peut la vendre entre 97 et 497 €, ou des prestations, on va pouvoir monter à 2, 3, 4, 5 000, voire 10 000 €. Donc, on n'est pas sur... on fait beaucoup d'argent avec beaucoup moins de clients sur la prestation. Donc, aujourd'hui, effectivement, le principal source de revenus pour nous, c'est effectivement la partie qui est plus prestation, done for you, qui est vraiment pas de la formation du coup. C'est intéressant du coup, parce que je voudrais parler un petit peu plus des prestations que tu donnes, mais
sur cette idée-là, c'est-à-dire que faire des formations, ça prend quand même pas mal de temps. Donc toi, tu le vois en un sens comme un produit d'appel par rapport aux prestations qui sont le gros de ton business? Aujourd'hui, effectivement, à la fois, c'est un produit d'appel clairement qui me permet de trouver, enfin, de montrer de l'expertise à des gens qui se découvrent. En fait, voilà, les gens qui ont typiquement une boîte avec, je sais pas, au moins 10 salariés en France, ils ont envie de se pencher un peu sur les problématiques, mais ils n'ont pas le temps. Et la réalité du truc, c'est qu'ils se retrouvent avec les formations et puis après, il faut les mettre en application. Et souvent, effectivement, on me demande un coup de main pour le coup, pour aller plus loin, pour éventuellement le faire pour eux. Et c'est là où ça fait sens, effectivement. Maintenant, un point sur lequel je suis pas vraiment totalement d'accord avec toi, c'est que les formations, tout dépend comment tu les fais. Moi, j'ai un peu suivi l'école de Jean Rivière et j'ai l'habitude de produire beaucoup de formations. J'en produis 3 à 4 par mois. Alors évidemment, c'est pas des méga formations dans le sens où on peut pas faire 25 heures de contenu, mais tu peux faire des plans d'action rapides qui donnent beaucoup de valeur aux gens, qui sont focus sur un aspect précis à résoudre et qui vont permettre de voilà, en 2 heures de temps, de balayer bien le sujet. Ça, je peux en faire une par semaine. Et donc, pour moi, c'est pas un investissement qui est si chronophage que ça. Donc ça ressemble à quoi une formation? 2 heures de temps, c'est quoi? C'est de la vidéo, on te voit à l'écran, tu as des slides, tu peux nous montrer un petit peu parce que à quoi ça ressemble aujourd'hui les formations à l'école de Jean Rivière? Alors Jean, il a beaucoup basculé, lui, il change beaucoup de format, mais moi je sais pas, j'ai beaucoup consommé de ses contenus à une époque. Maintenant, il est dans un autre délire, Jean, mais moi je suis sur un format en fait où sur 2 heures de vidéo, en fait de vidéo, je vais faire plutôt du PowerPoint pour le coup, puisqu'on parle souvent de concepts, ou alors si on parle vraiment de logiciels ou de choses comme Facebook par exemple, on va faire plutôt du screencast. J'ai pas besoin d'apparaître dans les vidéos pour le coup, ça rajouterait du temps de montage inutile. Donc il y a beaucoup plus de PowerPoint effectivement, et je développe 6 modules d'à peu près 20 minutes. En gros, c'est à peu près ça l'idée, quoi. C'est d'avoir quelque chose qui soit à la fois digeste mais qui soit efficace sur un point précis. Ça va être par exemple comment est-ce que tu peux automatiser tes lives Facebook. Voilà, je vais pas te faire une formation sur tout Facebook qui me demanderait effectivement de passer 3 mois dessus, mais par contre sur un point précis, c'est comment utiliser les lives Facebook, comment tu peux les gros hacker, comment tu peux attirer du trafic avec tout ça et comment tu peux automatiser un peu cette partie-là. Eh bien, tu peux faire voilà, quelque chose qui apporte de la valeur. Alors évidemment, tu vas pas pouvoir vendre un produit à très cher, mais pour le coup, ça peut être une formation qui se vend entre 97 et 197 euros quand même. Tu as parlé à l'instant du live Facebook. Tu peux nous donner un peu une idée des sujets sur lesquels tu fais des formations? Ouais, alors Facebook, j'en ai fait beaucoup ces derniers temps. J'ai fait toute une collection de hacks. Je fais un méga pack, même à vrai dire, où j'ai maintenant 25 heures de formation pour le coup, qui correspondent à peu près à 11 formations qui sont typiques. Ça peut être comment créer ta page avec tes 1000 premiers fans Facebook, tes vrais fans, et pas ce que font la plupart des gens maladroitement, c'est-à-dire de demander un peu à tout le monde d'une manière inconsidérée de liker leur page, alors que ça sert à rien et même c'est plutôt pénalisant dans le sens où ça va biaiser les algorithmes qu'on va vouloir mettre en place ensuite pour la publicité. On peut se focaliser ensuite sur des aspects comme effectivement récupérer des adresses email ciblées sur Facebook. On peut faire un peu de gros hacking avec ça en récupérant en fait des contacts très ciblés chez ses concurrents, par exemple, en exploitant des petites choses avec des programmes qui permettent d'aller analyser les audiences de gens qui ont liké un post ou partagé ou commenté. Ensuite, avec un hack bien spécifique, d'aller récupérer leurs vraies adresses email. Donc voilà, on a toute une collection, toute une palette de hacks qu'on peut mettre en situation. L'idée, c'est toujours que finalement, le hack, c'est un peu le truc qui brille, mais derrière ça, il faut quand même une stratégie. C'est bien beau d'avoir des emails, il faut savoir les exploiter, il faut savoir quoi en faire, il faut savoir comment les récupérer, il faut surtout pas faire la course au plus grand nombre. Bref, il y a quand même des choses intéressantes à développer en matière de formation. C'est de dire, voilà, maintenant, si je te donne la capacité de récupérer l'email de pratiquement n'importe qui sur Facebook et même sur Internet, il faut quand même que tu aies une stratégie intelligente pour pouvoir les utiliser, les exploiter et puis cibler les bonnes personnes, quoi. Comment est-ce que tu récupères l'email des gens sur Facebook? Alors ça, c'est une technique que je peux pas forcément dévoiler dans ton podcast parce que ça fait beaucoup de monde, mais qui l'aurait. Et du coup, c'est quelque chose qui marche tant que c'est pas trop éventé. Mais il y a un hack bien précis en fait qui nous permet effectivement de récolter les emails des gens, pas de tous. Effectivement, faut être connecté avec eux. Ceci dit, mais il y a des étapes par lesquelles on peut se connecter avec eux. On peut mettre en place des stratégies bien précises pour voilà et arriver au bout du compte à récupérer leurs vrais emails. C'est quelque chose un peu, c'est pas très
c'est un petit peu de technique et c'est un petit peu, c'est plus que borderline dans le sens où celle-ci, effectivement, elle donne quand même une grosse avance concurrentielle quand on l'utilise intelligemment. Ça, on le fait en e-commerce, par exemple, parce que quand on couple 2 à 3 stratégies ensemble, on peut, par exemple, aujourd'hui, aller récupérer les audiences des gens qui ont aimé une publicité, qui ont commenté, qui ont partagé la pub. Et on va pouvoir récupérer ces gens-là et ensuite on va pouvoir récupérer leurs vrais emails. Autant dire que tu peux piocher directement dans les clients de tes concurrents. Moi, je l'ai fait à l'époque quand on a lancé Black Hat Marketing. J'avais acheté des produits chers à l'époque et sur les groupes Facebook qui étaient des groupes privés qui étaient donnés avec les formations, eh bien tu avais tous les gens qui l'avaient acheté. Quand c'était un produit à 1000 ou 2000 balles et quand tu avais 500-600 personnes, bah, ça te donnait quand même des bons clients sous la main, quoi. Et en plus, quand tu savais ce qu'ils avaient acheté, tu connaissais leurs besoins. L'idée, c'était pas de faire quelque chose qui était forcément concurrent, mais l'idée c'était de proposer quelque chose qui était dans la continuité et complémentaire. Donc de là, bah voilà, c'est des gens qui se formaient à devenir un peu businessmen sur Internet. Donc l'idée c'était de pouvoir transitionner. Donc c'est des stratégies qui sont puissantes, encore une fois, mais il faut pas les mettre entre les mains de n'importe qui. Et puis surtout, il faut pas les exécuter n'importe comment, parce que effectivement, ça peut être ultra dommageable autant pour la stratégie que pour sa propre image quand elle est mal utilisée. Donc, si les gens veulent en apprendre plus sur cette idée-là, où est-ce qu'ils peuvent aller? Tu as une formation, tu as des vidéos qui parlent de ça? Ouais, sur la chaîne YouTube, on a pas mal de vidéos. Il y a une formation en ce moment sur le gros hacking que j'ai qui a 1 euro, en fait, où là, j'ai fait vraiment une formation académique où je parle un petit peu de tous ces concepts-là, effectivement. Et là, pour le coup, il y a des emails qui suivent et qui expliquent un petit peu tout ça. Ok. Donc, sur Black Hat Marketing, sur YouTube. Tu as parlé tout à l'heure d'un autre projet qui est ton projet de logiciel. Qu'est-ce qu'il fait et quel est son rapport par rapport à la partie formation? Alors, le projet, c'est linklead.io et l'idée, c'est, moi, je viens en fait des leads. Mon premier métier, en fait, c'était un petit peu ça, c'était de fournir des contacts ciblés aux gens. À l'époque, je vendais des rendez-vous à des promoteurs immobiliers et c'était avec des gens ciblés, donc des gens qui avaient un certain profil qui leur permettait d'investir. Donc, ce concept-là, en fait, il a juste évolué au fur et à mesure du temps. Et puis, aujourd'hui, on est toujours dans cette démarche de chercher des profils très ciblés et ce logiciel, il permet d'aller le faire beaucoup plus vite. L'ancienne méthode sur Internet, ça consiste, enfin l'ancienne, elle prévaut toujours, enfin puis elle existe toujours, elle fonctionne. Mais disons qu'on est toujours dans une logique d'aller plus vite et d'aller moins cher. Aujourd'hui, tu peux mettre une landing page en place, tu peux alimenter ça avec un blog, avec une chaîne YouTube, créer du contenu, faire de la publicité. Tout ça, ça coûte du temps, de l'argent. Et quand on veut aller plus vite, on peut le faire en utilisant des technologies qu'on a mis en place au background qui vont scraper des emails. Alors on a plusieurs sources. On a la première qui est la base de données Sirène qui nous permet d'avoir été enrichi, ensuite d'avoir accès en 3 clics. Tu peux tirer, je sais pas, par exemple, une liste de 10 000 jardiniers en France, si c'est ta cible, évidemment. Tu vas pouvoir également t'appuyer sur une base qu'on a scrappée, qui est celle des .fr, qu'on a enrichi là encore. Donc, on va pouvoir faire de la recherche textuelle sur des noms de domaines bien précis. Par exemple, si on cherche jardinier, on va sortir tous les blogs, tous les sites qui parlent de jardinier. Et on va sortir là des listes encore une fois très ciblées. Puis le dernier axe, et qui est le plus pertinent aujourd'hui, c'est d'utiliser LinkedIn. LinkedIn, c'est une base de données, enfin c'est le premier réseau social professionnel au monde. Il est largement sous-exploité, mais il a un énorme avantage, c'est qu'il permet de trouver des gens qu'on trouve pas facilement sur Facebook. Tout le monde est sur Facebook, mais tu vas pas pouvoir sélectionner en publicité ou trouver un groupe de directeurs commerciaux ou un groupe de DRH. Alors que sur LinkedIn, on a capacité effectivement à cibler des professionnels de cette manière-là. Et ensuite, on a des algorithmes qui nous permettent de reconstituer, de tester, de valider des adresses email parce que dans le domaine de l'entreprise, on a encore pour l'instant la capacité à utiliser du mailing sans opt-in préalable, contrairement aux particuliers. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, quand on s'adresse à des particuliers, de leur envoyer un email sans leur consentement préalable, alors que si c'est un professionnel, on peut le faire parce que c'est un professionnel, évidemment, si on respecte le cadre de la loi qui est de dire que ta proposition doit être en rapport avec son poste. Mais voilà un petit peu l'idée fondamentale, en fait, c'est de fournir des contacts ciblés. D'accord. Et en fait, Black Hat Marketing est né de cette idée. Cet outil, en fait, on l'utilisait en interne et pour développer des business. Donc, on scrapait déjà beaucoup de mails et on lançait beaucoup de choses avec ça. Et tout simplement, on s'est aperçu... Quel type de business est-ce que tu développais avec?
On a lancé pas mal d'affiliations, notamment, on fournissait des leads qualifiés également. Et puis, on s'est aperçu que les gens, en fait, étaient demandeurs de ce type de choses. Et quand on a lancé Black Hat Marketing, en fait, on a fait une petite offre. On s'est aperçu qu'il y avait, voilà, on a généré tout de suite un revenu récurrent sur lequel on s'est dit que ça valait le coup, finalement, de passer du temps en développement pour en faire vraiment une branche particulière et à part entière. Tu travailles déjà avec ton associé Julien quand tu as lancé Black Hat Marketing? Ouais, c'est ça. On travaille ensemble depuis très longtemps en fait. Il m'a rejoint au tout début. En fait, je l'ai fait venir en Thaïlande il y a 5 ou 6 ans de ça pour qu'il travaille pour moi en fait. Et puis au fur et à mesure du temps, notre relation a évolué. Et puis les projets ont évolué. Puis on a décidé de créer ensemble Black Hat Marketing. Et Linklead est une excroissance finalement de Black Hat Marketing au départ, du moins. Et maintenant, effectivement, c'est deux choses qui sont totalement liées, puisque sur Black Hat Marketing, on est plutôt dans la stratégie, alors que sur Linklead, on va plutôt fournir du contact immédiatement. Donc, il fallait faire une liaison pour couvrir un peu tout le spectre, qui est de dire on est capable de scraper des emails. Avec ces emails, on est capable de faire des campagnes de mailing, d'installer des serveurs de mailing, ce qu'on fait. On peut créer des opérations de bout en bout, et puis on peut même aller jusqu'à gérer des campagnes Facebook, puisque les audiences, on peut les exploiter aussi via la publicité Facebook. Donc, ça nous donne en fait une expertise de bout en bout en fait sur ce segment-là, ce qui était un peu notre objectif. Du coup, Dark, c'est quoi ton métier à l'origine? Tu te définirais comment? T'es un marketeur avant tout, ou tu définirais ça autrement? À l'époque, moi j'ai 41 ans maintenant, donc je suis un peu de l'ancienne génération. Moi, ma première boîte, je l'ai montée en 1999. J'étais indépendant. J'ai créé ma première SARL. Fallait prendre des bureaux, fallait avoir des salariés, fallait avoir une pression en fait qui n'existe plus aujourd'hui sur le net. Aujourd'hui, on est un peu dans quelque chose où on travaille quand même dans le confort. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, en fait, pour prendre des bureaux, on demandait d'avoir tant de garanties. Pour ouvrir un compte bancaire, fallait être introduit par quelqu'un. Enfin, on ne facilitait pas la tâche. Et puis surtout, tous les mois, tous les trimestres, se rappeler à toi et à ton bon souvenir, en fait, les charges sociales, la TVA, l'URSSAF, etc. Et tout ça, en fait, c'est une mécanique qui est pas totalement inintéressante. C'est que ça t'apprend l'obligation de vendre. C'est-à-dire que quand le banquier te demande d'avoir de l'argent, quand tout le monde te demande d'avoir de l'argent, t'es obligé de vendre. Moi, je suis plutôt un vendeur finalement qu'autre chose, quoi. Qu'est-ce que tu vendais à l'époque? À l'époque, on vendait des rendez-vous, du contact ciblé. Disons que c'était un peu une manière de le vendre qui était différente, mais qui était à peu près identique à ce que peut fournir maintenant sur d'autres choses. Donc, on vendait des profils, on vendait la mise en relation avec des gens qui étaient dans un profil spécifique. Donc, on avait un énorme travail de prospection pour produire un rendez-vous. On passait énormément d'appels. Et puis, il y avait des processus très précis. Qui était ton client dans ce cas-là? Des promoteurs et leur force de vente. Immobilier? Ouais, tout à fait. Donc, mettons, c'est quoi la situation? Par exemple, je suis en train de construire un nouvel immeuble, j'ai besoin d'écouler X appartements, donc je vais déléguer à différentes sociétés le fait de m'envoyer des rendez-vous, et moi je les paye au rendez-vous, je les paye à la commission sur la vente. Comment ça fonctionne? Alors c'était beaucoup plus, pas structuré, mais beaucoup plus détaillé que ça. En réalité, effectivement, tu as des commerciaux, mais les commerciaux, c'est des gens qui étaient bons pour vendre quand ils avaient les bons clients en face, mais ils étaient mauvais en fait pour tout ce qui était prendre des rendez-vous, vraiment avoir la matière première. Donc en fait, nous, on était supplétifs finalement à la force de vente, dans le sens où on les alimentait en contact ciblé et chacun pouvait faire son travail d'une manière efficace. Le promoteur construisait, les commerciaux allaient au rendez-vous, n'étaient pas obligés de les prendre, et nous, on s'occupait de tout ce qui était gérer les rendez-vous, confirmer les rendez-vous, etc. Donc c'était quelque chose qui était vraiment axé sur l'efficacité de la chaîne dans sa globalité, quoi. Un commercial, c'est quelqu'un qui aime bien le contact réel, mais qui est très mauvais sur le reste, quoi. En général. Donc ta boîte, elle ressemblait à quoi? C'était des gens qui passaient des appels à longueur de journée afin de voir s'il y avait de l'intérêt dans les gens qu'ils appelaient, et ensuite derrière les envoyer sur un rendez-vous? Ouais, c'est exactement ça. Exactement. Moi, j'ai commencé tout seul déjà d'une part. Donc le téléphone, t'apprends à le prendre tout seul. Tu crées des procédures, des scripts d'appel. Tu te nourris de ton expérience. Tu commences à identifier ce qui marche pas, et ensuite, tu commences à le dupliquer, à l'automatiser quand c'est possible. Donc effectivement, in fine, ça ressemblait à avoir 15 personnes qui passent
80 coups de fil par heure et qui font ça 7 à 8 heures par jour. Donc ça fait beaucoup de coups de fil, ça fait beaucoup de contacts à aller chercher. Et derrière ça, tu as la loi des grands nombres qui s'applique malgré tout un peu comme sur le net, quoi. C'est-à-dire, tu as 100 visiteurs sur ta page de vente, on a X qui se convertissent en vente. Là, c'est à peu près pareil sur ce qu'on faisait, c'est-à-dire tu avais 100 coups de fil et tu avais X rendez-vous, quoi. Après, on appliquait des processus standards, c'est-à-dire tout le monde était censé faire vivre le même texte, la même manière. Bon, évidemment, tu as des petites variations d'un individu à un autre, mais on avait des choses qui étaient très procédurées et du moins qui permettaient d'avoir quelque chose qui fonctionnait comme une usine à produire du rendez-vous, quoi, dans le sens où on avait vraiment, tu vois, des étapes bien précises et à chaque fois, en fait, on savait exactement ce qui se passait. Tu dirais que c'est de là, du coup, que vient cette idée que il y a énormément de valeur dans la capacité à pouvoir générer des contacts en masse. En fait, ça vient de cette expérience-là parce qu'il fallait que tu aies des listes de personnes à contacter pour alimenter le business. Ouais, c'est ça. Et puis parce que d'un point de vue plus objectif, quand tu regardes les sociétés qui vendent du contact aujourd'hui, ou sous quelque forme que ce soit, ça peut être LinkedIn qui te vend des emails à 7 euros le mail, je crois, ou des forfaits qui sont hors de prix. Tu peux prendre les fichiers, enfin les entreprises de fichiers traditionnelles comme Compass qui vont nous vendre des fiches à 2 euros. Tu peux prendre derrière Facebook qui va te vendre malgré tout une forme de lead quand c'est pas des leads directement aussi. C'est un peu déguisé, mais c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, on a tous besoin de vendre. Enfin, quand tu es une entreprise, qu'elle soit sur le net ou pas, en fait, on est tous à chercher du client. Et pour avoir du client, il faut du contact ciblé. Donc, c'est effectivement la source qui ne se tarira pas. Tant qu'on a besoin de vendre, on aura besoin de contacts ciblés. À mon sens, du moins, c'est quelque chose qui... Enfin, tu vois, c'est mon métier depuis maintenant quasiment 20 ans, quoi. Donc je vois pas de décroissance là-dedans, au contraire. Tu devais avoir à l'époque où tu bossais là-dedans, tu devais avoir des pairs, des gens qui étaient entrepreneurs en même temps que toi en France. Est-ce que tu sais ce que ces gens-là sont devenus? Est-ce que les gens ont fait la transition vers le net ou est-ce que tu es un peu le seul à l'avoir fait? Dans ce que j'en sais, moi je suis parti à l'autre bout du monde, alors ça n'a pas simplifié ma capacité à en rester en contact avec beaucoup de gens, mais moi j'étais dans un secteur qui était toujours très mouvant. L'immobilier, c'est quelque chose qui fonctionne par cycle, et quand j'ai arrêté en 2006, en fait, on était sur une fin de cycle clairement qui annonçait un peu, voilà, un retournement du marché, du moins sur ce qu'on faisait, et donc du coup, la plupart des commerciaux, c'est un peu des mercenaires, c'est-à-dire que quand ça marche plus, ils vont chercher un truc ailleurs, quoi. Donc pour eux, du moins, eux, c'est sûr et certain, les commerciaux, c'est pas des gens, enfin du moins les vrais commerciaux à l'ancienne, j'entends, c'est des gens qui étaient à l'école du tap-tap, tu sais, qui allaient qui ont commencé vraiment par l'école la plus dure, ceux que j'ai côtoyés, c'est des mecs qui étaient vraiment hors du commun en matière de vente, mais ouais, faut aller te farcir un immeuble le matin et aller taper aux portes et puis avoir les portes qui claquent, quoi, et tout ça. Donc c'est des gens qui étaient talentueux dans ce qu'ils faisaient, pour beaucoup, et eux, à mon sens, sont restés dans la vente. Il y en a assez peu qui ont voulu changer de domaine, parce que quand tu maîtrises un domaine, ça sert à rien de vouloir te lancer dans un truc que tu maîtrises pas. Pour les promoteurs, bon, c'est un milieu qui bouge pas tant que ça. Les gens qui sont installés restent installés, quoi. Après, ils font le dos rond le temps que les crises passent parce qu'ils savent que c'est cyclique, quoi. Mais en ce sens, non, je pense pas qu'il y ait tant de monde que ça qui ait franchi forcément cette barrière du net. D'ailleurs, c'est assez amusant toujours, parce que quand on se replonge un peu à discuter avec des gens qui ont des vrais business, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout connectés à ça. Il y a plein de restaurateurs qui ont pas de Facebook, qui regardent pas les avis, qui savent à peine ce que c'est, qui s'y intéressent pas, quoi, tout simplement. Et il y a il y a un énorme fossé, je pense, encore à l'heure actuelle, malgré tout. Il y a une méconnaissance de la génération des 40, 50, 60 ans, enfin, vis-à-vis d'Internet, une grosse méfiance. Moi-même, je suis pas d'une génération où on utilisait beaucoup Facebook, je suis pas né avec les smartphones. Et donc, c'est vrai qu'on a forcément un regard qui est différent sur cet aspect technologique. Ouais, tu penses que ça va dans les deux sens? Et que des gens, par exemple, de ma génération sont ignorants des enjeux, des aboutissants, que ça serait de monter un projet immobilier ou d'avoir un centre d'appel ou d'avoir un restaurant? Je pense qu'aujourd'hui, le système pour créer un business sur Internet a quand même simplifié beaucoup les choses. C'est-à-dire, enfin voilà, c'est avoir un business sur Internet pour beaucoup de gens, ça se résume à avoir un compte PayPal et un compte Stripe. Et c'est à peu près tout ce dont tu as besoin finalement.
pour des business physiques, en réalité, on est dans une autre réalité où là, effectivement, c'est pas du tout la même façon d'envisager les problèmes. Sur le net, voilà, c'est des choses que j'ai du mal à faire comprendre, par exemple, à ma génération, c'est que ça sert à rien d'essayer de produire un service. Tu vois, j'ai un client, par exemple, qui a dépensé énormément d'argent dans un site internet enfin, quand je dis énormément d'argent, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un truc qu'on aurait pu faire sur un WordPress pour quelques milliers tout au plus. Et même ça, j'aurais déconseillé de le faire avant d'avoir quelque chose à vendre. Donc on est vraiment sur des générations qui fonctionnent pas du tout pareil. Et c'est vrai que je pense que, pour prendre un exemple sur les dropshippers, par exemple aujourd'hui, où c'est un gros axe de développement, où tout le monde en parle en ce moment sur le net, tu peux pas faire, enfin tu vois, repasser dans le monde réel, c'est faire l'inverse exactement. C'est-à-dire prendre un entrepôt, mettre du stock, investir de l'argent, bloquer de l'argent, gérer toutes les problématiques, enfin beaucoup de paperasse, beaucoup de choses, beaucoup d'ennuis. Et je pense que plein de gens, en fait, ont pas envie de s'y pencher, surtout dans ta génération, mais un peu dans la mienne, dans ceux qui sont passés sur le net. Une fois que tu es venu dans ce monde-là où, effectivement, tout est plus simple, t'as aucune raison, à moins de devenir fou, de vouloir te recompliquer la vie. Qu'est-ce qui fait du coup que tu as dit que la plupart des gens n'ont pas fait la transition? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as été un de ceux qui l'a fait et aujourd'hui, tu es à fond dans tout ce qui est web et dans tout ce qui est emailing? Quelle était la différence, disons, entre toi et qu'est-ce qui te distinguait de toutes les autres personnes que tu voyais à l'époque? La fainéantise et l'envie de partir. C'est à peu près les deux choses. Enfin, quand je dis fainéantise, c'est que ça t'oblige à développer des choses pour devenir plus feignant. Ça te rend plus créatif et ça t'oblige à chercher des petits trucs, des astuces, des choses pour faire la même chose, mais en plus facilement. Et la seconde étape, ça a été de vouloir partir impérativement. Il y a 7 ans, en fait, mon rêve, quand voilà, j'ai basculé mes activités, enfin, sur le net, c'était d'arriver à suffisamment de revenus pour pouvoir partir, quitter la France, parce que voilà, j'avais plus rien qui m'attachait non plus à devoir impérativement rester. J'ai été entrepreneur pendant longtemps, en fait, pendant des années. Ta boîte, c'est un peu, c'est à la fois ton bébé, mais c'est aussi un boulet au pied, quoi, dans le sens où quand tu es une petite structure, quand t'as pas de quoi avoir, voilà, forcément trois maillons hiérarchiques, les vacances, les fermetures, les ouvertures, c'est un peu toi qui les fais. Tu fais un peu tout et n'importe quoi. En réalité, t'es pas dans une situation qui te permet, voilà, d'avoir vraiment une vie épanouissante non plus, quoi. Quand tu gères toujours l'urgence, quand tu passes ton temps à jouer au pompier aussi, ça te fait 2 semaines de vacances bon an, mal an par an, et donc cette frustration, ça a donné l'envie, quand j'ai plus besoin d'avoir effectivement toute une grosse structure juridique, des salariés, des employés, des bureaux, des comptables, des machins, des trucs, et bien ça m'a permis justement de pouvoir partir. Et je pense qu'il y a plein de gens en fait qui envient cette vie-là aujourd'hui, mais qui n'ont pas forcément fait cette bascule-là. Il y a plein de gens que j'ai en ligne effectivement qui me le disent, qui aimeraient bien pouvoir faire la même chose, mais effectivement après, on peut pas arrêter une machine quand tu as une entreprise en France. Voilà, c'est le truc, c'est la machine, elle avance, que tu sois d'accord ou pas, tu peux pas arrêter comme tu l'entends, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par tu peux pas arrêter comme tu l'entends parce qu'il y a trop de responsabilités? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas la flexibilité de dire non ou de dire stop? Tu as déjà toute une structure qui est une énorme locomotive. Tu as beaucoup d'inertie dans tout ce qu'on fait. Quand tu as des employés, tu peux pas t'en séparer comme ça. Tu peux pas modifier du jour au lendemain. Tu peux pas dire, j'ai bien réfléchi, finalement, ça marche pas, je vais arrêter. Ça marche pas comme ça, en fait. On va te demander des comptes, on te demande de respecter des procédures, il y a des règles, il y a des lois, il y a des choses à faire. Et puis derrière ça, évidemment, quand tu embauches des gens, l'idée, c'est pas de dire, au bout d'un mois, j'ai réfléchi, ça va pas être possible, finalement, ça me plaît pas, j'aimerais le faire autrement. Donc, c'est effectivement, c'est quelque chose qui est différent. Aujourd'hui, sur le net, voilà, on peut mettre une page de vente pour tester le produit, le service. Si on le vend suffisamment, on estime que c'est bien et on continue. Si on en vend un tout petit peu, on dit finalement, on a réfléchi, on va pas le faire et on rembourse tout le monde, ou alors on décide de ne pas le faire s'il n'y a pas suffisamment d'intérêt. Donc on a une souplesse sur le net qui n'existe pas dans la vie réelle. Il y a toute une... Enfin, du moins à mon époque, maintenant je pense que c'est toujours un peu le cas, mais ça dépend quel type d'activité tu fais en réalité. Mais quand tu prends un restaurant, par exemple, tu vois, tu es obligé de louer des locaux, d'embaucher des gens, d'avoir des serveurs, des machins, des trucs, tu fais des investissements. Tu peux pas tout de suite rebrousser chemin, quoi, parce que tu as trop injecté de temps, d'énergie et d'argent surtout dans l'histoire. Tu as parlé tout à l'heure de l'envie de partir. Où est-ce que tu habites aujourd'hui?
Je partage mon temps entre la Thaïlande et le Cambodge principalement. Après, je voyage un petit peu dans les pays alentours. Je reste beaucoup en Asie, bon, à vrai dire essentiellement en Asie. Donc un peu le Vietnam, un peu les Philippines, un peu Bali, un peu la Malaisie, un peu voilà tous ces endroits-là que j'aime bien finalement et qui sont toujours aussi intéressants finalement après 7 ans. Moi, je m'en lasse pas. Il y a toujours dans ce qu'on fait avec Internet, voilà, cette capacité à pouvoir avoir la souplesse de dire bon ce mois-ci, comme je l'ai fait, là j'étais à Bangkok le mois dernier, là je suis ailleurs, et puis le mois prochain je serai encore ailleurs, et se laisser un peu bercer par les envies du moment. C'est vrai que c'est un luxe incroyable qui est vraiment à mettre en parallèle avec les gens qui sont bloqués dans un bureau et effectivement, de temps en temps, moi j'ai souvent des gens en ligne avec la France, avec l'Europe en général, où j'ai des clients et qui me racontent un quotidien qui est différent du mien, quoi. Et c'est vrai que c'est un luxe incroyable, en effet. Ouais. Et quant à ces clients qui sont dans des business plus traditionnels et toi, tu es au Cambodge ou autre, comment ça se passe la relation avec eux? Parce que j'imagine que beaucoup de gens qui sont dans une situation comme ça, où ils produisent un service, se diraient, tiens, j'ai besoin d'être au contact avec les clients, j'ai besoin de serrer des mains. Est-ce que toi, tu penses que c'est un désavantage de pas être sur place et de pas pouvoir, je sais pas, être dans des dîners de networking ou de pas pouvoir passer des cartes de visite, de pas pouvoir voir les gens en face à face? Qu'est-ce que tu en penses dans la relation avec le client, dans ta capacité à développer du business sur la partie prestation? Ça irait beaucoup plus vite si j'étais en France, effectivement, si je participais à des events, à des choses comme ça. Maintenant, faut le voir aussi comme une spécificité, comme vraiment quelque chose qui peut faire une espèce de petite marque de fabrique ou quelque chose qui fait la différence aussi. Les gens n'ont pas forcément tant que ça finalement d'avoir les gens en visuel. Pour beaucoup, effectivement, ils ont encore de cette école-là, c'est-à-dire des boîtes avec une certaine taille qui reste, tu vois, un peu attachée un peu à l'agence, au truc un peu ancienne école, quoi. Pour des gens avec qui je travaille généralement, c'est plutôt plus des petites structures, des gens qui ont des tailles que je connais moi, avec qui j'ai plus de points communs. Et finalement, c'est pas un inconvénient dans le sens où les gens qui arrivent, que j'ai en ligne, m'ont déjà découvert sur Internet, ils ont regardé des vidéos, donc ils arrivent déjà en terrain connu. À une époque pas si lointaine que ça, effectivement, je me souviens, parce que j'ai une boîte à Hong Kong, que c'était un problème. Mais sur 5 ans, ça a totalement disparu. C'est vrai que les gens sont, à ma grande surprise, maintenant totalement détachés de ce truc-là. Il y a 6 ans en arrière, c'était un truc inconcevable. Les gens te demandaient, ils avaient peur que tu partes avec l'argent, que tu livres pas, les formations, les trucs. Maintenant, c'est vraiment rentré dans les mœurs et il y a vraiment une transformation sur cet aspect-là où il n'y a plus cette peur. Mais en revanche, le fait de ne pas pouvoir avoir les gens vraiment en face, ça me fait perdre du temps, entre guillemets. Effectivement, si je faisais 1 ou 2 salons, effectivement, je pourrais remplir beaucoup plus de mon carnet de commandes, mais ce n'est pas forcément un objectif non plus de vie pour moi. Donc, il faut parfois aussi savoir faire des choix, quoi. On n'est pas forcément là pour très longtemps, et l'idée, c'est de marier un peu de ce qu'on aime faire d'un point de vue travail, mais également personnel, quoi. Donc, moi, j'aime bien ma vie en Asie, et c'est vrai que pour le coup... j'ai pas envie de la sacrifier pour faire plus de chiffre d'affaires. Je l'ai fait pendant des années, la course au chiffre d'affaires, et là, j'ai plus envie de ça, quoi. Et je peux m'en passer, dis-moi. Donc, ça serait quoi, du coup, le projet de vie qui a remplacé la course au chiffre d'affaires? C'est juste de kiffer un peu tous les jours, quoi. C'est finalement des choses qui sont simples. Là, je me suis mis en bord de mer, tu vois, je suis en train de regarder... le golfe de Thaïlande avec un joli soleil, il y a la forêt en bas, et puis moi je suis au 30e étage d'un building, donc tu vois j'ai une vue qui domine un peu. Ça c'est un petit bonheur, tu vois, que j'aime bien juste avoir, et c'est pas grand chose. Alors c'est pas un énorme changement de vie, mais je me souviens moi quand j'ai commencé le net, tu vois, j'étais à Paris dans le 15e, j'ai habité au 2e étage, et vu que je bossais chez moi, je voyais du matin jusqu'au soir en fait du gris parce que je voyais que l'immeuble en face. Et du coup, juste voir le soleil tout le temps comme ça, pour moi, ça me met de bonne humeur. Ça change totalement la façon dont tu vis tes journées. Et puis quand tu fais plus que ce que t'aimes, finalement, quand tu as ce luxe-là aussi d'avoir pu arriver à structurer ton activité pour te débarrasser des contraintes, finalement, c'est des petits plaisirs simples. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose, mais tu vois, on vit dans des endroits en plus avec 2000 € par mois, tu vis déjà à 5 fois le budget local, donc tu peux déjà t'autoriser plein de fantaisies que tu ferais même pas en France. Donc t'as pas besoin forcément de beaucoup d'argent, mais c'est des plaisirs qui sont finalement très simples. Ouais. Aujourd'hui, finalement, c'est juste ça.
Quel type de fantaisie est-ce que tu t'autorises du coup? Oh, moi, je suis finalement assez. C'est l'âge aussi qui fait ça. Je pense que j'ai une phase matérialiste. Je pense un peu comme tout le monde quand j'étais en France. Tu as besoin de prouver, de montrer, etc. Aujourd'hui, je suis plus finalement dans les trucs où le matin, je vais me promener un petit peu dans la forêt, je vais marcher, je vais lire un petit peu. Après, je vais aller un petit peu à la piscine, je vais faire un petit peu de sport, je vais m'intéresser à cuisiner un petit truc. Enfin, tu vois, je prends mon temps. Finalement, c'est un peu ça. Ouais. C'est ça, les petits plaisirs. C'est pas être obligé de courir tout le temps et surtout pour de mauvaises raisons. Donc en gros, l'idée, c'est... Ouais, en fait, c'est peut-être le luxe de prendre son temps et les gens se plaignent beaucoup qu'à Paris, les gens sont tout le temps en train de courir, sont tout le temps pressés. Et rien que peut-être que le fait d'être dans cet environnement a un effet sur toi où où tu sens que tu dois aller de l'avant. Et puis de toute manière, j'imagine que plus tu as une boîte, plus tu as d'employés, plus tu as de coûts qui sont fixes et moins tu as de liberté de dire effectivement... que le chiffre d'affaires n'est pas tout, parce que du coup, tu as quand même des responsabilités derrière qui font que le choix t'appartient pas totalement. Pas du tout, même. C'est le choix, en fait. Enfin, ça dépend de ta taille de structure, évidemment. Mais moi qui avais, tu vois, 15 employés, dans cette tranche-là, t'es toujours à la course au chiffre d'affaires, t'es toujours à l'échéance. Enfin, tu vois, tu peux pas accumuler des tonnes de trésor pour avoir 6 échéances d'URSSAF ou de TVA d'avance. Donc, la réalité du truc, c'est que tous les trimestres, t'es toujours avec l'œil sur le viseur du truc, à savoir si oui ou non ça va passer. Si ça passe pas, comment tu fais? Donc, si ça passe pas, faut trouver une commande, faire un truc en urgence. Donc, t'es toujours un peu guidé par ça. Enfin, du moins, moi, je l'étais. Et c'est vrai que c'est pas une pression quotidienne, mais pas loin quand même, parce que ouais, c'est beaucoup d'enjeux, c'est beaucoup de responsabilités et qu'on te fait payer cher, quoi. Donc ouais, ça te fait passer de mauvaises nuits, ça te fait passer de mauvaises journées, ça te fait surtout agir d'une manière qui est pas cohérente en réalité, dans le sens où tu t'obliges à travailler, tu vas prendre des contrats juste pour l'argent, alors que finalement on devrait surtout jamais le faire, quoi. Tu vas prendre de mauvaises opérations pour de mauvaises raisons, finalement. C'est pour moi, je me sens un peu même complexé par rapport à ça, le fait que le business que j'ai aujourd'hui sur Marketing Mania est tellement simple en fait dans sa mise en place. Et tu sais, parfois j'ai même cette envie de me dire ça, c'est pas un vrai business, tu vois, donc il faut le compliquer et tout. Et donc je me dis, je sais pas, je vais regarde ce que je vais faire. Je vais faire un truc, je vais recruter 4 mecs et je vais monter Marketing Mania, une branche agence, tu vois. Je vais monter une branche agence, comme ça, les gens qui viennent voir, parce qu'il y a plein de gens qui viennent voir pour faire des prestations, mais j'ai pas l'équipe pour les servir, donc du coup, je leur dis non. Non, attends, c'est du manque à gagner, on va monter une branche agence, etc. Donc ça me prend pendant 2-3 jours où je me dis que je vais faire ça. Et puis évidemment, après, je me réveille et je me dis c'est complètement idiot parce que ça serait l'enfer à gérer. Et puis, à mon avis, l'impact en termes de chiffre d'affaires pourrait être intéressant, mais en termes de bénéfices, pas forcément incroyable. Mais je sais pas pourquoi, tu sais, il y a cette idée de ce que ça doit être, qu'il y a un vrai business et un vrai entrepreneur et un mec qui court et qui se donne. Et parfois, j'ai l'impression de vivre une vie presque trop facile, tu vois. Et de me dire, si c'est pas assez dur, ça veut dire que t'en fais pas assez. Et c'est assez étrange. Bah, au final, la raison, c'est que aujourd'hui, ce qui fait tourner mon business, j'ai fait plein de trucs, j'ai quand même eu pendant un moment une agence Facebook, mais aujourd'hui, ce qui fait tourner mon business et ce qui fait avancer les choses, c'est essentiellement la création de contenu. Si je fais une bonne vidéo, ça tourne, ça fait 10, 15, 20, 30 000 vues, voilà, ça, les abonnés, etc. derrière. Donc il y a d'autres aspects marketing, il y a les tunnels de vente, les formations, mais au final, ça revient principalement à la création de contenu. Et ça, franchement, tu peux pas bosser 12 heures par jour et tu peux pas créer des vidéos 12 heures par jour, en fait. Voilà. Et ce qui fait que j'ai vraiment un truc dans ma tête qui est toujours en train de chercher la complexité ou comment faire plus, ou comment trouver d'autres canaux marketing qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec ce qui marche actuellement, tu vois. Moi, je sais pas, je me faisais cette remarque par rapport à ça parce que toi, tu as vécu les deux côtés de la pièce. Et du coup, moi, j'ai vécu qu'un seul côté et je me complexe un peu la tête à propos de ça. Oh, moi, je me complexe pas, mais ceci dit, de temps en temps, et je pense que c'est plutôt la déformation de l'esprit d'entrepreneur, c'est de voir des opportunités et de te dire, il y a quand même un truc à faire, quoi. Et c'est vrai que moi aussi, de temps en temps, ça me chatouille. Et puis après, il faut effectivement laisser décanter en pesant le pour et le contre, à dire effectivement, là, faudrait refaire ça, reprendre des salariés, reprendre des trucs, ça implique tel type d'engagement. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mais je pense que c'est surtout quand t'as l'esprit qui est un peu formé à ça ou déformé à ça, du moins, ça devient un peu une marotte. Moi, j'aime bien décortiquer les business, faire un peu de reverse engineering, ça m'amuse. Donc, c'est une gymnastique d'esprit qui m'agrée bien. Et donc, ouais, t'es toujours un peu sur le qui-vive, quoi. Et
c'est intéressant. Ouais. Mais ceci dit, après, c'est ça que j'ai évoqué quand je disais être feignant, c'est à peu près ça, c'est éviter de vouloir trop en faire. À ce sujet, je voudrais avoir ton avis sur une question qui est la question de la diversification. Donc, des gens qui sont assez partisans d'avoir un premier business, de monter un deuxième business, de se diversifier, d'avoir des billes dans différents trucs. D'autres personnes vont te dire, OK, l'important, c'est de se focus, c'est de trouver un truc qui marche et de miser à fond dessus. Évidemment, on peut voir un argument des deux côtés. C'est-à-dire que les gens qui parlent de diversification, bon, il y a un côté où tu te protèges contre le risque, il y a un côté où tu apprends différentes choses, où tu vois différentes choses, tu gagnes expérience, etc. Évidemment, l'avantage du focus, ça serait un argument sur les effets multiplicateurs. Plutôt qu'avoir 2 projets où tu passes 50% de ton temps, passe 100% de ton temps sur un truc et ça ira beaucoup plus loin. Toi, où est-ce que tu te trouves sur cette conversation et c'est quoi ton opinion sur ce sujet-là? Moi, je pense, enfin pour mon cas, j'ai besoin de petites bouffées d'air frais, c'est-à-dire T'as besoin, je pense, pour garder un peu la motivation aussi sur des choses de long terme, d'avoir un petit peu un regard extérieur ou de regarder d'autres choses. Alors moi, je le fais avec notamment un peu de coaching. Ça m'apporte un peu une vision sur les business d'autres personnes, donc ça m'oblige pas à les créer, du moins, mais ça me donne une espèce de respiration. Et puis surtout, je m'aperçois que c'est complémentaire parce que du coup, ça te fait travailler l'esprit sur des choses et tu retrouves toujours des liaisons. En fait, notre cerveau, il marche d'une manière assez bizarre et intéressante. C'est que t'as des connexions qui se font là où c'est pas forcément évident de prime abord. Mais tu vois, à force d'accumuler des expériences, des discussions, des lectures, des tests, des choses comme ça, tu as des connexions nouvelles qui se font et le fait de zapper de temps en temps d'un secteur à un autre te permet un peu d'avoir ça. Alors concrètement, moi j'ai quand même un peu toujours gardé des petits side business. Alors en ce moment j'ai pas le temps, mais d'un point de vue organisationnel, pour moi Linklead dans la structure telle qu'on est organisé avec Julien, c'est un side business dans le sens où c'est plus lui qui le développe que moi. Moi j'ai un peu un regard extérieur dessus parce que je suis moins impliqué directement dedans et lui il a un petit peu la même chose sur Black Hat Marketing. Donc on a un peu cette vision-là, mais c'est non, je pense que c'est intéressant quand même d'avoir un peu, alors pas forcément la diversification, parce que déjà réussir un projet c'est bien, mais tous les projets ont pas la même capacité à devenir grand non plus. Enfin, tu vois, on veut pas tous monter des Facebook, quoi. Donc, quand tu as un projet, et si ton ambition c'est de faire 10 000 euros par mois avec, et que tu y es, effectivement, et si tu peux l'automatiser et le faire perdurer comme ça, et si tu sens que le potentiel derrière pourra le faire exploser plus loin, il y est peut-être pas, c'est peut-être une bonne idée, effectivement, dans ce cas de figure-là, d'en lancer un deuxième, dans quelque chose qui a peut-être déjà fait appel à tes compétences. C'est pas forcément, enfin là pour le coup, tu vois, nous on réfléchit à monter d'autres SAS à l'avenir. Alors là on va arriver à la fin du premier cycle de développement à un objectif qu'on s'était fixé bientôt, donc on va pouvoir théoriquement commencer à réfléchir effectivement à une deuxième application en ligne. Et par contre l'intérêt c'est qu'on a déjà essuyé les plâtres en fait de tout ce qu'il faut faire, pas faire, de toute la mécanique finalement qu'on a créée sur Linklead. On a déjà, on repartira pas de zéro, donc c'est pas vraiment de la diversification. Enfin, c'est un peu de la diversification, mais c'est pas de la dispersion, quoi. Le danger, c'est la dispersion. La diversification, si c'est bien fait, moi je trouve que c'est pas forcément négatif, loin de là, quoi. T'as dit à l'instant que c'était principalement Julien qui bossait sur Linklead. C'est quoi, du coup, tes responsabilités sur ce projet-là? Moi, je suis plutôt dans la partie trafic, mais alors une application en ligne, il faut pas se mentir, c'est quand même beaucoup de code. Moi, je ne suis pas développeur, alors que Julien l'est. C'est lui qui a vraiment construit la machine pierre après pierre, enfin ligne après ligne du coup. Donc pour le coup, j'ai pas grand-chose à pouvoir faire dedans. En revanche, j'ai un regard qui est plus sur des choix stratégiques. On discute beaucoup, des options qu'on va prendre. Enfin, on n'est pas toujours d'accord, on essaie de tomber dessus, on met des choses un peu à plat comme ça. Et puis de l'autre côté, je m'occupe un peu du trafic et puis de la partie marketing. On a fait des passerelles entre Black Hat Marketing et Linklead parce que c'est finalement très lié. Et donc du coup, il y a une forme de coexistence qu'on essaye d'établir et qui est un peu ma partie, quoi. C'est quoi les principales sources de trafic?
Alors, quand on a fait notre pré-lancement, en fait, quand on a fait, j'allais dire une levée de fonds, mais c'est pas une levée de fonds, c'est une levée de clients. C'est-à-dire quand on a fait nos premiers abonnements, en fait, on a juste, Julien avait développé une première version qui était juste la transformation de ce qu'on utilisait nous en interne pour donner des accès à des gens, quoi. Donc, on a fait nos premiers abonnements avec ça. Donc, on avait juste utilisé le début de la liste de Black Hat Marketing qui était balbutiante à l'époque. Ensuite, quand on a fait l'ouverture vraiment au public, on l'a fait 6 mois plus tard, on a fait la première, on a fait une bêta, là on a développé une stratégie un peu plus de gros sac, dans le sens où on a fait une conférence, enfin on avait un peu goupillé un plan d'action qui a donné de très bons résultats puisqu'on a rentré 5000 mails sans publicité, sans rien du tout, sans même scraper. D'ailleurs on a fait les choses propres en utilisant les forums Facebook et on a fait le plein avec ça. Et puis la dernière en date, on a fait quoi? On a fait un peu de scrap, celle-ci, et pour la prochaine, là, bientôt, on va lancer la publicité Facebook. Donc, on utilise à peu près tous les leviers, mais d'une manière dans le temps un peu différencié, c'est-à-dire faire de la pub Facebook quand t'as pas de data, je trouve pas ça intéressant au départ, enfin du moins c'est plus intéressant pour nous maintenant qu'on a des chiffres, qu'on a des bonnes data, qu'on a un pixel qui est bien entraîné, ça va être beaucoup plus facile à faire. Avant on utilisait des choses qui étaient plus faciles et qui produisaient des résultats immédiats, c'était facile de lancer en servant sur nos propres listes directement un service, évidemment les gens y allaient les yeux fermés, donc c'était beaucoup plus facile de le vendre comme ça. Il y a beaucoup de gens qui font des formations dans le milieu du web marketing ou qui font même de la prestation dans le milieu du web marketing. Mm-hmm. Comment est-ce que toi, tu vois ton positionnement ou ton avantage sur ce marché-là? Qu'est-ce qui fait que tu es unique? Alors, il y a le plus gros point, je pense, malgré tout, c'est d'avoir cette expérience, en fait, des réalités concrètes de l'entreprise. Il y a assez peu, finalement, de gens sur le net qui ont... Il y a quelques exceptions, évidemment, mais je dirais que la plupart, du moins, c'est pas forcément des gens qui sont passés par ce parcours classique, du moins. Et c'est ce qui enfin, les clients que j'ai me ressemblent assez, quoi, dans le parcours, dans la taille de structure, dans les expériences. Et donc, du coup, je pense que YouTube joue beaucoup aussi dans cet aspect-là. C'est-à-dire que les gens se reconnaissent un peu plus dans ce que je dis, c'est-à-dire que le gros hacking, c'est un terme à la mode, mais c'est quelque chose que j'utilisais il y a déjà 15 ans, c'est-à-dire, enfin, nous, on appelait ça de la débrouillardise, on a des trucs, des astuces, enfin, nous, il nous fallait des machins pour rentrer de l'argent sans avoir les contraintes, quoi. Donc, ça te rend créatif, et à l'époque, on était créatif. J'ai fait des opérations pour lancer un service à une époque, on a lancé un service de contrôle médical, et on a spammé à peu près la France entière avec des mailing fax, parce qu'on avait à l'époque la capacité à avoir des forfaits data voix, et j'avais 15 ordinateurs qui pouvaient envoyer toute la nuit des fax, et donc on a utilisé ce type de choses. Tu vois, on bricolait parce qu'on n'avait pas forcément des budgets pour faire de la pub, pour faire ce qui se faisait quand tu avais une vraie boîte, une grosse boîte, et quand tu avais de l'argent. Donc du coup, y a des gens qui se retrouvent un peu dans cette vision-là qui consiste à dire, voilà, j'aimerais bien faire décoller mon truc, j'ai pas des 1000 et des 100, puis les agences en France, ça coûte quand même des blindes. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens plus rapides, plus efficaces, peut-être plus inattendus, et c'est un peu ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est-à-dire que voilà, il y a pas que la pub Facebook, il y a ça évidemment, il y a des choses qui sont à faire en place. Après, il y a des hacks qu'on peut utiliser, effectivement, mais il y a toujours des raccourcis. Et c'est un peu la philosophie de ce qu'on fait, quoi. Et je pense que les gens se reconnaissent un peu dans cette vision-là, quoi. Donc, c'est vrai que si on regarde tes vidéos, il y a beaucoup de hacks, justement, et tu parles pas mal de pub Facebook, tu parles de LinkedIn, tu parles de temps en temps de e-commerce, mais toujours un petit peu sur plein de techniques que toi tu connais et que les gens connaissent pas trop. Comment est-ce que tu découvres ces techniques? Est-ce que tu les lis autre part? Est-ce que tu tombes dessus? Comment est-ce que tu découvres toutes ces techniques? Je sais pas, récemment tu avais parlé de différentes techniques que tu fais sur la pub Facebook. D'où ça vient ces idées? Est-ce que c'est juste des tests? C'est quoi ton process? Alors, il y a beaucoup de tests. Après, il y a toujours des connexions, en fait. Quand tu t'intéresses un peu à tout ça, en fait, tu as différents trucs. Tu as des lectures, effectivement, dans lesquelles tu as des gens, des grands théoriciens du gros hacking qui ont expliqué des choses. Après, tu peux pas les appliquer telles quelles, mais tu as des petits trucs que tu peux retrouver. Qui serait, par exemple, un grand théoricien du gros hacking?
Chainalyse, par exemple. Enfin, tu as des gens qui ont aidé largement au développement de start-up d'une manière assez considérable. Tu as des sites comme Gros Hacker TV, des choses comme ça où tu as vraiment là du contenu, mais qui s'adresse plutôt aux start-up en fait. C'est-à-dire que le gros hacking, c'est vraiment le terme qui a été développé, qui a été utilisé et qui est pas forcément très opérationnel pour des entreprises classiques, dans le sens où, tu vois, pour développer Airbnb, par exemple, ce qui a été fait, c'est développer un bot qui allait récupérer les annonces sur Craigslist. Ça, c'était le premier bot qu'ils ont fait. Donc, ils appelaient les propriétaires directement pour les proposer de s'inscrire sur Airbnb. Et puis, le deuxième bot qu'ils ont fait, c'était poster les annonces d'Airbnb sur Craigslist pour trouver des clients. Donc ça c'est bien, mais ça c'est pas fait. Enfin, il y a des choses qui sont plus possibles de faire par ailleurs. Il y a des trucs qu'on avait un peu dupliqués sur des sites en France, mais c'est comme le Bon Coin, tu vois, tu peux retrouver des petits bouts de stratégie en te disant voilà que ça pourrait fonctionner comme ça pour tel ou tel business. Après, t'as des logiciels qui permettent de faire des choses qui sont intéressantes. Dans les logiciels, notamment US, il y a beaucoup de créativité sur ce qu'ils peuvent faire. Alors, il y a, tu vois, pour automatiser des lives Facebook, par exemple, des lives Facebook. Moi qui suis en Asie, les lives, c'est compliqué parce que le créneau horaire, il est pas bon, quoi, pour moi. Donc, j'utilise un programme que je mets sur un de mes VPS en France. Et le VPS, il va diffuser en live une vidéo que j'ai enregistrée. Ça peut paraître tout bête comme truc, mais c'est un programme qui le fait tout bêtement, quoi. Donc il y a ça. Après, tu peux, voilà, t'assembles finalement, c'est des connexions, je pense, qui se font un peu. Puis je sais pas, j'ai toujours été un petit peu comme ça dans le côté créatif et raccourci, ouais, je crois. Donc c'est une curiosité naturelle qui est nourrie de l'expérience et du temps. Tu as des choses, je sais pas, j'ai des centaines de notes sur des trucs qui me servent à rien, mais de temps en temps, effectivement, je me rappelle ah tiens, ça me fait penser à tel truc et effectivement, on pourrait peut-être le tester. Et tu fais des choses un peu, pas forcément au hasard, mais c'est des choses qui sont finalement avec le temps, tu puises un peu dans ton cerveau qui a emmagasiné plein de data, je pense. Moi, souvent, la manière dont j'essaye de conceptualiser la création de vidéos actuellement, c'est vraiment trouver deux idées et les mettre ensemble. Donc souvent, pour moi, c'est trouver un exemple intéressant. Je prends l'exemple d'une vidéo que j'ai fait récemment qui a vachement bien marché sur ma chaîne. Il y a ce YouTuber qui s'appelle Jake Paul. Et pour expliquer son succès, j'ai pris un bouquin, Trust Me I'm Lying de Ryan Holiday. Et en fait, souvent, j'ai trouvé que il suffit de trouver un bon exemple et un livre, un concept que tu veux illustrer, et tu combines les deux, et ça fait un bon produit. Et c'est en fait ça, moi, ma formule actuelle de vidéo, c'est de trouver une idée quelque part et de la combiner dans un endroit où on l'attend pas forcément. Parce que c'est vrai que si tu fais la même chose que les autres au même endroit, forcément, il y a trop de concurrence. D'un autre côté, trouver des trucs totalement auxquels personne n'a pensé, c'est presque impossible. C'est ça. J'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps là-dessus. C'était sur comment tu peux utiliser le newsjacking avec justement, enfin, un exemple que j'avais vu passer qui était un marchand de coques de téléphone qui sortait une protection d'écran pour le Galaxy S9 qui n'est pas encore sorti, dont tout le monde parle mais que personne n'a vu. Et donc, du coup, ça ressemblait beaucoup à une belle technique de newsjacking qui avait été mise en place. Et j'en ai fait une vidéo, effectivement, là-dessus, qui est assez conceptuelle. Mais c'est pas forcément... Moi, enfin, du moins, dans les formations, on fait plutôt des choses opérationnelles. C'est-à-dire des choses que les gens peuvent vraiment mettre en place dans leur business. Tu vois, je pourrais, effectivement, là, tu peux partir du newsjacking et dire, voilà, dans ton business, il faudra que tu fasses ça, que tu ailles surveiller tel site, que tu prennes tel type d'angle, comment ensuite tu vas communiquer, quel site tu vas sélectionner pour qu'il relaie ton info. Enfin, tu vois, ça serait plutôt ça. Moi, je fais plutôt dans le plan d'action, dans la formation. Tu as pas mal parlé de différents hacks dans l'interview jusqu'ici. Je serais curieux de savoir quel est ton avis sur différentes tactiques dont on entend pas mal parler ces derniers temps, et voir toi quelle est ta réaction ou dans quel contexte tu penses que c'est utile. Le premier, c'est la pub Facebook. Tu as parlé un petit peu de pub Facebook par rapport à Link Leads et quand est-ce que ça peut être utile ou pas utile. Quel est ton avis aujourd'hui sur la pub Facebook? Pour qui est-ce que c'est le plus pertinent? Et quels sont les gens qui peut-être sautent dessus alors qu'ils devraient mieux faire autre chose?
Alors, la pub Facebook, comme toutes les solutions et comme toutes les stratégies, en fait, c'est jamais des stratégies miracles. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est autosuffisant et qui fait des miracles. Ça réveille pas un mort, ça fait fonctionner mieux quelque chose qui fonctionne déjà. Donc, ça veut dire que pour les débutants aujourd'hui en pub Facebook, faut pas s'attendre effectivement à trouver une audience gagnante, à trouver un produit, un format, quelque chose qui marche, qui rapporte de l'argent tout de suite. Moi, aujourd'hui, en fait, quand je fais une pub Facebook, j'en ai fait effectivement une vidéo il y a pas très longtemps de cette partie-là, c'est que j'arrive à faire des campagnes qui, avec des audiences similaires, font du x20 en retour sur investissement. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai nourri le pixel depuis des années, enfin pas des années, mais au moins, oui, une bonne année et demie. Ils ont enregistré beaucoup de data, ils connaissent les profils de mes clients. Donc quand tu fais des audiences effectivement là-dessus, c'est quelque chose qui est redoutable en termes d'efficacité. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui fait sens effectivement quand tu as déjà quelque chose qui tourne. Moi, j'avais déjà les produits, je sais ce qui marche et ce qui marche pas. J'ai sélectionné les vidéos qui marchent pas. J'ai sélectionné les emails. J'ai rassemblé tout ça. Je l'ai mis dans une campagne Facebook. Donc, j'ai fait l'écrémage. J'ai pris le meilleur du meilleur et j'ai mis ça sur une audience similaire et ça produit des résultats qui sont détonnants, effectivement. Pour les gens qui se lancent, en réalité, il y a une stratégie que nous, on utilise, effectivement, qui consiste à dire que le plus dur, finalement, si on nommait la partie qui consiste à dire que tu dois avoir quelque chose qui tourne quand même au départ, c'est que tu peux avoir un bien meilleur ciblage si tu utilises du scrap. Nous, on utilise ça pour des clients, notamment. On va aller chercher, tu vois, par exemple, des gens qui s'adresseraient à, je sais pas, des professionnels, mettons des directeurs commerciaux, pourquoi pas. Ces gens-là, on peut pas les cibler sur Facebook. On peut difficilement les trouver. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va scraper des emails, on va les importer ensuite en audience sur Facebook. Alors, c'est pas blanc-blanc, mais bon, ça marche. Et ça nous fait gagner, en gros, un ciblage de 1 à 10. C'est-à-dire, si tu voulais cibler les gens en disant, voilà, un directeur commercial, comment je le trouve sur Facebook en publicité? Bon, alors c'est un mec qui doit être à tel endroit, peut-être il aime ci, ça, etc. Donc tu vas te retrouver bon an, mal an avec des centaines de milliers de profils. Sur Facebook, tu peux cibler les posts des gens, mais tu veux dire qu'ils n'auront pas forcément renseigné le bon post? C'est ça. Dans leur profil Facebook? La plupart du temps, personne ne met vraiment son post, enfin du moins sur des professionnels, c'est pas ce qu'ils mettent le plus en avant, quoi. Si on arrive avec des bonnes datas au départ, au lieu de cibler 200-300 000 personnes, si tu le fais en format classique, nous on va arriver avec un fichier de 20 000 personnes. Sur ces 20 000, Facebook va nous trouver peut-être 10-12 000 profils qui sont vraiment dans le cœur de cible, puisqu'on les aura sélectionnés en amont. Et sur ceux-là, en fait, on va gagner beaucoup de temps parce qu'on va prendre que la crème de la crème, finalement. Donc ça, c'est un bon hack, effectivement, qu'on utilise pour des gens qui ont des problématiques de ciblage et qui n'ont pas forcément déjà un pixel. Mais la pub Facebook, en soi, c'est quelque chose qui marche très bien. Encore une fois, c'est pas autosuffisant et surtout, c'est pas forcément évident quand tu débutes et quand tu as un pixel qui est vierge. Le plus dur aujourd'hui, c'est effectivement que Facebook collecte suffisamment de data sur tes visiteurs, ceux qui regardent tes pages de vente, ceux qui achètent tes produits, parce que derrière, ils ont des algorithmes effectivement qui sont diaboliques. C'est plutôt, enfin, quand on y pense bien, un bien ou un mal, je sais pas, en matière de business, c'est royal, mais en termes de vie privée, c'est pas génial, quoi. Mais ça produit des résultats qui sont complètement fous, effectivement. C'est mes audiences, moi, sur les tests que je fais, c'est la première audience, c'est les clients, évidemment. Donc, si je fais une campagne Facebook sur mes clients, je vais faire 10 ventes. Si je prends une audience lookalike de mes clients, je fais 5 ventes et sur une audience d'abonnés, j'en fais que 2. Donc ça veut dire qu'effectivement, si tu veux aller très vite en développement de business, collecter de l'email, c'est pas forcément là où ça va le plus vite. Par la méthode classique, du moins. 2 petites choses sur lesquelles je voulais rebondir par rapport à Facebook. Le premier, c'est que quand j'étais consultant et que gérais des pubs Facebook pour des clients, j'avais un profil de personnes qui venaient souvent me voir et qui était essentiellement quelqu'un qui débutait un site et qui avait l'idée que il allait faire tourner son site avec la pub Facebook. Quelqu'un qui avait un site qui ne vendait pas et qui ne décollait pas et qui voulait faire décoller son business avec la pub Facebook. Peut-être parce que y a certains formateurs qui expliquent que c'est le modèle à suivre d'envoyer les gens grâce à la pub Facebook, etc. Moi, c'est des gens que j'avais tendance à systématiquement refuser. Ouais. Parce que si ton site ne fonctionne pas et si tu n'as pas trouvé de moyen de dégénérer au moins un peu de vente, tu vas te faire massacrer sur Facebook, qui est une plateforme qui est quand même assez chère en termes de trafic. Est-ce que tu serais d'accord avec cette idée-là, qui est de dire... Totalement. Si tu n'es pas capable de promouvoir ton produit, tu n'es pas capable de le promouvoir sur Facebook non plus, quoi. C'est pas parce que tu vas payer un petit peu que tout d'un coup, ça va décoller. Alors, il y a 2 choses. Il y a
La première, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement Facebook c'est pas autosuffisant et ça réveille pas un mort. C'est-à-dire si ton business effectivement il tourne pas, s'il est mort, et ça va pas faire des miracles, ça va pas le transformer en Rolls. Il n'y a pas de miracle dans Facebook. C'est simplement en fait eux ils utilisent des algorithmes qui sont bien faits. Après il y a des activités en réalité qui tournent bien. Si on prend l'e-commerce par exemple, effectivement c'est le contre-exemple typique de ça, où effectivement les gens peuvent se contenter quasiment de la pub Facebook. Ou du moins comme principale source de trafic. Ça n'empêche pas que d'autres peuvent être performantes, mais celle qui se met en place le plus rapidement et surtout c'est celle qui se scale, c'est-à-dire celle qui permet de passer des paliers très vite, c'est effectivement Facebook. Et pour ceci, du moins, c'est vrai que c'est un vrai contre-exemple. Et à mon sens, je pense que c'est un des rares. Ouais. Mais d'une manière générale, et là encore, même sur un site d'e-commerce, si ton site il est mal fait, s'il n'inspire pas confiance, s'il n'y a pas de copywriting, s'il y a des images qui sont toutes moches, si les gens se demandent s'ils vont être livrés ou pas, ça va pas faire des ventes non plus. Donc il y a quand même l'alchimie des deux. Mais à mon sens, pour un business qui démarre, mais qui est quand même bien fait, qui n'a pas forcément accumulé beaucoup de ventes en amont, l'e-commerce reste quand même possible à exploiter majoritairement avec la pub Facebook. Deuxième point, et après je vais revenir sur la question de l'e-commerce, parce que ça m'intéresse d'avoir ton point de vue dessus. Deuxième point sur la pub Facebook, c'est la question de la scalabilité. Donc on a parlé de la pub Facebook Scale. J'ai parfois l'impression que les gens en fait te tiennent un discours du type « Écoute, tu vas faire une campagne, t'es rentable, demain tu vas doubler ton budget, tu vas faire 2 fois plus de profit et tu vas réinvestir. » Donc en gros, tu mets 1 euro, tu gagnes 2 euros. Et tu vas réinvestir. Bon, le problème, c'est que dès que tu passes à la pratique de ça, clairement, ça fonctionne pas. Il y a des limites en termes de scalabilité que tu peux avoir sur une audience. Bien sûr. Moi, je dis récemment, c'est ce truc-là, c'est que j'ai une campagne Facebook qui fonctionne très bien, qui rapporte plein d'argent. Mais grosso modo, pour expliquer clairement aux gens ce qui se passe, dès que je vais pousser le budget trop pour toucher plus de monde, essentiellement, je vais toucher à peu près un peu plus de personnes, mais je vais payer beaucoup plus cher. Donc, il y a une explosion des coûts dès que je sors un petit peu de cette audience-là. Toi, quel est ton avis sur... voilà, tu as parlé tout à l'heure, par exemple, de campagnes sur lesquelles tu pouvais faire x11. Il y a une vidéo qui est très bien sur ta chaîne où tu expliques une campagne qui fait x11. Le problème, c'est que sur cette campagne, si tu décidais de mettre 10 fois le budget, tout d'un coup, tu pourrais pas avoir les mêmes rentabilités. Quel est ton avis sur cette question de la scalabilité et de voilà, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut se reposer sur Facebook? Est-ce que il y a un stade où quand tu arrives à tant de % de lookalike, ça commence à devenir moins intéressant? Comment est-ce que toi tu y penses dans les business et jusqu'où est-ce que tu pousses tes propres campagnes en termes d'échelle et en termes de budget? Alors, pour tout te dire, moi je préfère avoir des campagnes, je préfère multiplier les campagnes et des campagnes qui sont pérennes plutôt que d'en avoir une grosse qui s'éteint du jour au lendemain. Après, je vais revenir j'y reviendrai, mais pour répondre, parce que tu as posé plein de questions à la fois dans le truc, donc je vais essayer de pas les oublier. Sur le côté scalabilité, alors ça dépend évidemment de la taille de ton marché, c'est-à-dire, je sais pas si tu es dans l'e-commerce et que tu vends des produits de maquillage et tu as peut-être une audience de 3 millions de personnes à disposition, c'est pas la même chose que si t'es dans le marketing où on a je sais pas, 50, 100 000 personnes très bien ciblées à disposition. Donc évidemment, la taille de l'audience fait qu'on est forcément restreint d'une manière qui est différente. Donc oui, si tu pars de ce principe-là, on n'a pas un volant qui est aussi énorme que ça. Alors après, effectivement, en e-commerce, c'est à mon sens moins vrai malgré tout, mais parce qu'ils ont la capacité à pouvoir reproposer des produits différents, donc à faire de nouvelles campagnes en permanence. C'est un peu ça qui compte aussi. Moi, j'ai un peu aussi cette capacité à le faire parce que je sors beaucoup de produits. Donc du coup, dès que j'en ai un qui sort un peu de mes stats, je le passe en pub parce que je sais qu'il va être rentable très facilement. Donc j'utilise ces stratégies là effectivement plutôt d'une manière séquentielle et je vais essayer de garder le plus longtemps possible mes campagnes sans forcément aller très loin dans les budgets. Un x10 c'est déjà très bien et même un x3 ça serait déjà très bien quoi. En réalité, on va pas se mentir, si on pouvait faire x10 tout le temps ça serait merveilleux et si ça pouvait tenir tout le temps, on ferait que de la pub Facebook et ça serait une grossière erreur pour revenir sur une de tes questions parce que Facebook change comme toutes les choses et l'histoire du net, mais pas seulement du net, mais pour ceux qui ont la mémoire un peu courte, c'est toujours un mauvais apprentissage de reposer tout son business entre les mains de quelqu'un d'autre. Et Facebook s'occupe de son propre business, pas du tien, pas du mien. Et comme Google un jour a décidé de changer ses algorithmes et de déclasser des gens qui étaient habitués à leur première position sur les pages de résultats, comme ils ont fermé des comptes d'annonceurs par centaines de milliers,
Demain, Facebook va mettre en place ce qu'ils ont annoncé hier ou avant-hier, je crois, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de pubs dans Facebook. Et ça, c'est une vraie grosse nouveauté qui va arriver, c'est-à-dire que pour le coup, Zuckerberg a annoncé ça, c'est qu'ils vont laisser plus de place au poste des amis, des gens, et ils s'attendent à ce que les gens passent moins de temps sur Facebook, et moins de temps passé sur Facebook, ça veut dire moins de pubs vues. Ce qui veut dire pour toi et moi, des gens qui vont soit coûter plus cher, soit plus être touchables, quoi. Donc c'est un sérieux avertissement, mais ça vaut toujours. En réalité, on peut pas se reposer, et c'est toujours une erreur, effectivement, de se reposer intégralement sur une seule source de trafic. C'est pour ça que nous, on prône toujours l'email marketing, parce que l'email, je peux l'utiliser aussi bien pour la pub, je peux l'utiliser pour retrouver des gens sur YouTube, je peux retrouver sur AdWords, je peux les retrouver à peu près partout avec ça, je peux les retrouver sur LinkedIn, je peux leur envoyer des emails. On propose également de récupérer des numéros de téléphone, je peux envoyer des SMS. Enfin, tu vois, on a le seul finalement élément tangible de ton business sur ces aspects-là, ça reste quand même ta liste de contacts, quoi. Et c'est vrai que quand Facebook te loue un pixel à prix d'or, il te reste pas grand-chose au bout du compte, quoi. C'est-à-dire que si ça marche, c'est bien, faut encaisser l'argent, mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et une fois que ça s'arrête, t'as rien, quoi, parce que Facebook t'as pas transmis de data, parce que tu vas être incapable de rentrer en contact avec ces gens, même qui ont vu tes pubs, qui sont peut-être abonnés à ta page, parce qu'il y en a une fraction infinitésimale qui va voir ce que tu postes sur ta page. Et donc, c'est un vrai problème, effectivement, qu'il faut toujours garder un peu en mémoire, parce que c'est un vrai danger, c'est un vrai... Enfin voilà, encore une fois, il y a plein de gens qui ont perdu leur business dont ils étaient très fiers parce qu'ils étaient très lucratifs quand Google les a déclassés, quand AdWords a fermé leur compte, quand ils dépendaient à 90%, voire 99% de cette position-là, quoi. Et oui, c'est toujours effectivement dangereux. Donc je pense que c'est un bon levier qu'il faut utiliser tant que ça marche, effectivement. Et après, il faut être raisonné dans cet aspect-là et pas oublier de développer d'autres canaux. On est plus propriétaire, effectivement, de son audience, de la relation qu'on peut avoir avec eux, et puis surtout d'être capable de rester en contact avec les gens. C'est ça le principal problème en réalité. C'est vrai que là, j'envisage de monter un forum pour cette raison-là et pas un groupe Facebook. Tout le monde monte un groupe Facebook, mais moi, en fait, ça m'ennuie fortement et si je monte quelque chose, ça sera un forum, pour exactement cette raison-là, parce que je pourrais y appliquer mes propres règles, parce que je pourrais récupérer les emails des gens, parce que je pourrais masquer ce que je veux masquer, parce que je pourrais faire exactement ce que je veux. En fait, j'aime bien avoir le contrôle du business que je gère et pas de le laisser entre les mains de quelqu'un qui n'est pas associé, quoi, du moins dans le truc. En ce moment, il y a une tendance qui est assez étonnante en France. C'est un grand retour de la mode du dropshipping comme étant un des principaux modèles qui va être conseillé aux gens qui débutent. Je serais curieux d'avoir ton avis sur ce que ça représente comme opportunité et pour quel type de personne, à ton avis, c'est un modèle qui peut être intéressant. Le dropshipping, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde bien toutes les opportunités de business qu'il existe sur Internet, et il y en existe quand même beaucoup, ça reste malgré tout une de celles où on a le moins de barrières à l'entrée du marché, en ce sens où ça ne veut pas dire que ça ne demande pas de compétences, mais c'est quand même celle où il y a le moins de compétences nécessaires pour se lancer. C'est-à-dire qu'on a, avec les systèmes actuels, Shopify par exemple et Oberlo, ont rendu simple tout l'aspect technique. Il a quasiment disparu de l'équation, puisque pour le coup, on peut effectivement gérer presque automatiquement une boutique. On peut la créer en quelques heures seulement, même quand on est totalement débutant. Les thèmes, on peut avoir une boutique pro très vite, parce qu'il suffit, même avec des thèmes gratuits, de l'installer. Ça prend quelques minutes. Et derrière, l'automatisation du business, effectivement, elle est efficace et rapide à faire avec Oberlo. Maintenant, cette partie-là, elle est évacuée, mais reste tout le reste. Ça veut dire que derrière, il y a quand même tout un métier à apprendre. Ça veut dire qu'il faut aller sélectionner des produits. Il va falloir sélectionner effectivement une niche où il y a de la demande. Il va falloir ensuite être capable de la travailler, trouver des clients, des prospects, les convertir. Ça veut dire du copywriting, ça veut dire mettre en place des séquences de mails. Bref, ça veut dire apprendre un métier malgré tout en partant de zéro. Et c'est pas non plus simple. Ça veut dire que ça demande du travail, mais malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde par exemple dans la formation professionnelle, quand on regarde dans la prestation de service, c'est sans doute beaucoup plus compliqué de trouver des clients ou de faire sa première formation plutôt que de trouver potentiellement un produit qu'on va pouvoir vendre facilement avec la publicité Facebook. Mais encore une fois, ça veut dire qu'il y a
beaucoup de choses à maîtriser, moins que dans d'autres domaines, mais on est plus capable, à mon avis, de se lancer, de peut-être arriver à faire ses premiers 100 ou 200 ou 300 euros avec le dropshipping qu'avec, je sais pas, la vente de formation, la vente de prestations de services, parce que c'est sans doute plus accessible, parce que Facebook donne l'opportunité de toucher des centaines de millions de clients potentiels. Donc c'est vrai que l'aspect technique et certaines barrières à l'entrée du marché sont annulées. Ça ne veut pas dire pour autant, et loin s'en faut, que c'est un métier qui est tout cru, quoi. C'est un peu, je pense, la promesse qui va décevoir beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, on ne devient pas rentier avec l'e-commerce. C'est un métier, et devenir rentier, pour moi, ça porte un peu la notion de gagner au loto, quoi. Devenir rentier, c'est plus rien travailler, c'est vivre de ses rentes. Et quand on se lance, c'est tout sauf ça. C'est peut-être vrai pour des gens qui ont déjà monté 10, 20 boutiques. Pour eux, ils peuvent le refaire en un claquement de doigts, parce que ce qu'on voit pas derrière, c'est qu'ils ont des années d'expérience. Maintenant, pour des débutants, encore une fois, c'est possible, mais c'est possible comme dans tous les secteurs d'activité avec du travail. Et il faut pas l'oublier. Donc, tu as parlé de cette question de barrières à l'entrée qui sont relativement faibles dans le dropshipping par rapport à d'autres domaines. Ce qui peut être, on peut l'imaginer, à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage quand tu veux te lancer. C'est un inconvénient dans le sens où tu peux avoir une situation où certains marchés sont très saturés. Est-ce que toi, selon ton évaluation aujourd'hui, il reste plein de niches potentielles dans le dropshipping qui n'ont pas encore été exploitées, sur lesquelles quelqu'un pourrait se lancer ? Ouais, je pense. Alors vraiment, pour en avoir, parce que je travaille pour des clients sur moi j'en fais un tout petit peu, mais un tout petit peu pour avoir des datas en réalité. J'en fais pas énormément d'e-commerce, mais en réalité j'ai des clients dont je m'occupe qui ont des boutiques et qui eux font ça vraiment à temps plein. Donc on cherche des niches pour eux en permanence, on en trouve toujours. En réalité, il y a vraiment pas de problème là-dedans. Pourquoi ? Parce que des produits, des besoins, en fait, ils sont créés tous les jours. Tu prends un exemple simple, tu prends l'iPhone 10 qui vient de sortir. Quand tu achètes un iPhone 10, tu as besoin d'une coque de protection pour iPhone 10, tu as besoin d'avoir une protection d'écran pour l'iPhone 10, tu vas avoir tous ces types de besoins qui sont nés à chaque fois qu'il y a un nouveau produit ou un truc qui sort. Et quand tu réfléchis bien, tous les jours, en fait, à chaque fois, on parlait tout à l'heure d'aquaponie un peu en off, et c'est pareil, tu vois, tu as des nouvelles choses qui arrivent sur le marché, donc évidemment, tu vois, par exemple, la niche de l'aquaponie, ça serait une niche géniale, parce que tu as pratiquement personne, à mon sens, qui est dessus, et pour le coup, tu pourrais sans doute l'exploiter. Faut être passionné un petit peu par la chose. Explique un peu ce que c'est l'aquaponie pour les gens qui nous écoutent au cas où ils ne sont pas familiers, parce que moi non plus je ne connaissais pas et on en a justement parlé juste avant et c'est assez fascinant. Alors l'aquaponie, à mon sens, c'est vraiment une révolution qui va arriver dans les années qui viennent. Il y a déjà des projets qui sont émergents et l'idée c'est de construire des petits écosystèmes autonomes en production de nourriture végétale et animale, c'est-à-dire qu'on va mixer un grand bassin avec des poissons qui vont produire des excréments, qui vont nourrir au-dessus des plantes, qui vont être alimentées en circuit fermé par l'eau des poissons, donc elles vont se nourrir un petit peu des nitrates qui sont présents dans l'eau, elles vont la purifier pour les poissons, donc ça fait quelque chose qui est filtré, et puis de l'autre côté, les poissons vont eux se nourrir des déchets végétaux, et donc on va à la fois faire grossir dans un circuit fermé des poissons et des végétaux. Et on a des projets en Europe qui sont basés sur des conteneurs qu'on peut de cette manière-là mettre en ville, dans un parc par exemple, ou sur un tout petit espace, parce qu'un conteneur, ça fait quoi ? Ça fait entre 10 et 25 mètres carrés, quoi. Donc au sol, ça présente assez peu de surface. Je vais peut-être dire une bêtise sur les chiffres, mais ce que j'ai gardé en tête, c'est qu'avec ça, on peut produire à peu près 400 kilos de poissons en une année, à peu près 800 kilos de légumes. Alors encore une fois, je suis pas certain du chiffre que je donne, mais c'est vraiment des proportions qui sont importantes au regard de la surface qui est déployée. C'est-à-dire que si on devait le faire dans un jardin traditionnel, on devrait sans doute déjà s'embêter beaucoup plus à bêcher le sol, etc. On aurait sans doute une variété plus importante de légumes aussi, mais quand on le réfléchit d'un point de vue purement sanitaire, écologique, eh bien c'est une solution qui est vraiment très prometteuse parce qu'encore une fois, elle n'est pas nouvelle, elle est très ancienne. Simplement, la technologie aujourd'hui permet de la déployer beaucoup plus vite. Là où avant, il fallait des grands bassins, aménager sans doute des petits étangs, des choses, qui demandaient des travaux humains. Aujourd'hui, en fait, on peut trouver des solutions alternatives et voilà. Aujourd'hui, je pense que si on va sur AliExpress, on va trouver tous les systèmes qu'il faut pour le faire, c'est-à-dire, je sais pas, des pompes, des tuyaux, des filtres, des choses comme ça. Et c'est effectivement une idée peut-être de niche. Alors, encore une fois, j'ai pas fait une étude sur celle-ci spécifiquement, mais ça s'y prête très très bien parce que là, on pourrait faire du contenu qui est du contenu textuel, par exemple, faire des blogs, on pourrait parler de l'aquaponie, on pourrait faire des vidéos, on pourrait mettre en situation l'e-commerce. Derrière, on pourrait même faire une petite formation à 7 balles pour faire un produit d'appel, pour capturer des mails de clients potentiels et derrière vendre des produits physiques. Pour moi, c'est une niche qui est géniale. Alors après, évidemment, tout le monde se lance souvent dans des niches qui sont à la fois évidentes et donc forcément mauvaises. Voilà l'histoire de, je sais pas, les gens qui pensent avoir découvert la pépite du siècle en faisant une niche sur les chats ou les chiens. Bon, il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Il y en a eu d'autres qui y sont, et s'ils y sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont bossé quelques années avant et sont arrivés à un stade où ils sont indétrônables. Parce que leur pixel, il est surentraîné, parce qu'ils
paieront toujours les prospects moins cher que toi parce que voilà, tout ça. Et parce qu'ils ont beaucoup plus de preuves sociales. Mais en revanche, quand on y réfléchit posément, des besoins, alors certes, les besoins, c'est pas les mêmes, les chiens et les chats en France, évidemment, c'est une niche qui est énorme. Et c'est vrai que l'aquaponie, c'est sans doute plus faible. Mais en réalité, on va pouvoir vendre des produits aussi peut-être plus chers. Donc c'est une niche qui est intéressante et vaut mieux toujours être premier sur un marché plutôt que le 1001e et faire ramasser les miettes, quoi. Donc c'est aussi cette vision-là. Donc avec un peu de... Je pense qu'on peut de temps en temps réfléchir un peu avec l'avantage concurrentiel qu'on peut avoir. Moi, voilà, je m'intéresse à ce type de choses parce que ça me passionne. Donc je pourrais assez facilement finalement créer du contenu là-dessus, me passionner un petit peu, me piquer au jeu forcément de même pour moi, juste créer ce type de produit. Voilà, ça m'amuserait sans doute d'avoir ma petite ferme aquaponique à la maison ou sur un terrain et puis voilà, de me passionner et vraiment de me prendre au jeu, de faire des petites reviews vidéo des produits et d'en faire finalement un business rentable. Ça serait sans doute un business qui sera un side business, mais pour le coup, on pourra en faire quelque chose de pertinent, je pense. Du coup, là-dessus, tu dirais que la leçon, de manière plus générale, c'est de chercher les produits qui sont un peu nouveaux ou les tendances qui sont un peu en train de monter, d'aller voir, d'essayer d'estimer un petit peu ce qui va être le futur. Si tu devais généraliser un petit peu cette idée-là par rapport à ce qu'on a dit sur l'aquaponie? Ce que je chercherais, moi, c'est effectivement des tendances de fond. Alors, j'aime pas ce qu'il faut éviter, c'est les modes, c'est les trucs qui passent, c'est-à-dire les trucs un peu jetables, un peu comme les hand spinners, le truc dont tout le monde a voulu et le lendemain c'était oublié. Parce que ça, c'est quelque chose qui repose sur rien. Mais en réalité, quelqu'un qui va commencer à acheter dans l'aquaponie, par exemple, c'est un choix de vie. C'est-à-dire qu'il ne va pas se décider du jour au lendemain à arrêter. Il va plutôt avoir tendance à renouveler du matériel, peut-être à acheter quelque chose de tout neuf, de récent, peut-être vouloir des filtres plus performants. Enfin, je sais pas, je bricole un peu autour de l'idée, mais le principe, je pense, c'est celui-ci. Et ça, à mon sens, c'est plus une vraie tendance, effectivement, de long terme. On a je sais pas, tout ce qui est vegan également, c'est une grosse tendance de fond. C'est-à-dire qu'on peut raisonnablement se poser la question de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est vegan. Quand je me lève le matin, je suis vegan. Bon, quels sont mes besoins, quelles sont les problématiques que je rencontre et comment est-ce que je pourrais trouver des produits qui s'insèrent là-dedans? Par exemple, pour les vegans, moi, on a parlé avec un client il y a pas longtemps. Ce que je ferais, je réfléchirais comme un vegan. Je me dirais, mais pour moi qui lutte, voilà, pour pas manger de viande, je voudrais surtout pas avoir de maroquinerie, par exemple. Donc ça veut dire que tous mes sacs à main, mes pochettes, mes portefeuilles, mes trucs, enfin tout ça, tous ces petits accessoires, je voudrais forcément qu'ils correspondent à mon nouveau mode de vie, à mon engagement de vie. Et du coup, tu peux réfléchir sur ces position-là. Donc c'est vrai que quand on se pose vraiment dans la tête de quelqu'un et quand on intègre ces nouveaux codes, c'est assez facile finalement de trouver des produits long terme parce que voilà, tu dis un vegan, évidemment, il va plus mettre il va chercher des pompes qui sont pas faites en cuir, il va essayer de trouver des alternatives parce que ça va être contraire à ses valeurs. Donc il y a vraiment je pense de la réflexion un peu comme ça et c'est sans doute plus évident quand ça correspond à tes propres choix, c'est-à-dire là aussi quand tu es déjà passionné par le sujet, ça te saute aux yeux quoi, ce type de réflexion. Et c'est pour ça que c'est pas forcément idiot de fouiller dans ses propres alors pas forcément passion et loisir parce que pour le coup la plupart ont été déjà exploités, mais sur des trucs où on a vraiment un avantage concurrentiel quand on parle d'un truc et que quelqu'un, voilà, comme on l'a fait tout à l'heure en aquaponie, tu me disais tiens qu'est-ce que c'est, tu vois que déjà tu as un avantage par rapport à quelqu'un, tu sors un petit peu du lot et donc forcément tu as peut-être bossé un peu plus la question, tu as réfléchi en amont, bref tu as évalué un peu les problématiques et donc du coup tu es plus avisé que la plupart des gens, et la plupart des gens en fait, les niches ils les voient pas, mais celle-ci tu vois, l'aquaponie, personne va te la sortir comme ça de prime abord parce que effectivement tout le monde s'intéresse pas à ça, parce que ça reste quelque chose qui est sans doute un peu minoritaire aujourd'hui, mais en revanche il y aura forcément un intérêt de plus en plus croissant pour ça parce que ça va piocher dans des valeurs sociétales importantes, l'écologie, l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, l'idée que voilà, la nourriture c'est important, qu'on doit la maîtriser, la contrôler et puis éviter le gaspillage. Donc tout ça, ça correspond à ça. Et je pense qu'il y a plein de mouvements que tu peux trouver comme ça en réalité. Mais effectivement, c'est un peu à contre-courant de ce que tout le monde fait, c'est-à-dire de piocher dans les trucs les plus évidents, quoi. Faut vraiment se creuser la tête. Et je pense qu'en e-commerce, le vrai truc, il y a deux règles en réalité. Il y a les Américains qui fonctionnent un peu comme ça avec un produit, un best-seller. Ça va durer 1 mois, 2 mois maximum. L'exemple typique, c'est le hand spinner. Ça peut être un drone, ça peut être un truc. Enfin, c'est souvent comme ça. Eux, ils vont essorer des millions et des millions avec une audience très large, mais ça va pas durer. Ils vont changer leur business. Ils repartent de zéro à chaque fois. Bon, ils partent avec l'expérience. Et avec en désavantage, on a vu quelques-uns en France qui se sont fait un peu taper les doigts sur les fidget spinners, c'est-à-dire que essentiellement, ils vendaient sur Amazon, tu dois stocker énormément de stock en fait pour pouvoir continuer à vendre. Ce qui fait que si tu n'estimes pas exactement le moment où il faut sortir du marché et déstocker, tu te retrouves en fait à avoir acheté de plus en plus et au final avoir un stock que tu ne veux pas écouler. Ce qui est vraiment aussi un risque, un vrai risque à prendre en compte. Et je connais des gens qui
avait généré de gros profits, mais au final, toute une partie de ces profits a été dévorée par un inventaire qui derrière, ils ont dû écouler à prix réduit. C'est ça. Versus, tu dirais, une approche... Une approche qui est une approche comme un business classique, c'est-à-dire en fait la vraie règle quand on veut construire un business classique, enfin ce qu'on fait nous, c'est de construire un business dans le long terme, c'est-à-dire pierre après pierre, et puis du jour, voilà, on sait que ça va pas exploser du jour au lendemain, que tu vas pas passer de 0 à 1 million à la fin du mois, mais en fait tu vas passer de 0 à 1000, de 1000 à 2000, de 2000 à 5000, de 5000 à 10 000, et ça va progresser parce que tu vas monter en compétences au fur et à mesure du temps, tu vas gagner en efficacité, tu vas te structurer, tu vas t'organiser, tu vas être meilleur en pub, tu vas être meilleur en mailing, tu vas avoir le temps de développer tout un tas de compétences, mais en réalité c'est pareil dans la vraie vie. La vraie vie, tu ne deviens pas expert du jour au lendemain et même en achetant une formation qui te dit que tu vas l'être. C'est pas vrai. C'est de la pratique, c'est de la formation, faut pas l'oublier. Et je pense que c'est un cheminement qui est plus cohérent parce qu'effectivement, quand tu es débutant, tu peux arriver sur une niche et te dire, ça y est, j'ai fait fortune parce que tu as fait 1000 ventes la première journée, mais il faut être capable de gérer des problématiques auxquelles tu n'es pas confronté. C'est-à-dire que quand tu fais 1000 commandes par jour, tu as un service après-vente qui doit être au top, tu vas avoir des réclamations, des remboursements, bref, tu vas avoir forcément tout un lot d'effets indésirables qui sont le pendant du succès aussi. Et puis derrière, il ne faut pas oublier que tu as des audiences Facebook qui s'usent, que tu as, voilà, la mécanique, en fait, c'est pas parce que tu as fait 1000 un jour que demain tu vas pouvoir le refaire et que ça a duré pendant 2-3 ans. Alors que c'est beaucoup plus simple et stable finalement de partir de zéro et d'y aller graduellement parce que tu vas gagner en expérience, certes, mais tu vas peut-être pas faire 1 million à la fin du mois tout de suite, mais encore une fois, la vision de long terme, elle est toujours plus payante parce que ton business, il sera plus solide, il sera assis sur quelque chose de sain et tu sauras que quand tu as passé un palier, le prochain, il sera toujours plus haut. Tu n'auras pas la crainte de redescendre en réalité. C'est ça, quand tu as un business qui est classique, je sais pas, le premier mois, tu auras peut-être 500 emails, le deuxième, tu vas en avoir 2000 et ainsi de suite. Et rien qu'avec ça, ton business, il va continuer de croître naturellement, sans avoir besoin même de la pub, sans avoir peur demain que Facebook te bloque ton compte. Parce que je ne sais pas, quand tu gères des campagnes où effectivement tu commences à faire 100, 500, 1000 ventes par jour, tu as intérêt à avoir, tu vois, une carte bleue et puis un banquier solide aussi derrière, parce que se pose la question de payer la pub. Enfin, il y a tout ce qui est corrélaire finalement à l'activité qui est pas faite pour les débutants, parce que quand tu débutes, t'es pas formé pour ça, t'es pas censé arriver à ce stade-là immédiatement, donc c'est un accident de parcours presque. Et il y a des gens qui s'en sont bien sortis, qui ont été bien encadrés, qui ont pu en sortir vers le haut, mais comme tu le disais, il y a plein de gens en fait qui sont pas en capacité de gérer ce succès entre guillemets, parce que c'est tout ce qui va avec qui les plombe, quoi. Et après derrière, faut le gérer. Puis on a souvent beaucoup plus de mal à se remettre d'un échec et surtout quand on gage ta réputation, voilà, il y a quand même tout un aspect à prendre en compte sur le long terme, quoi. Donc je pense que pour des débutants, effectivement, viser une tendance de long terme et pas vouloir faire 1 million, parce que ça n'existe pas en réalité. Les business, on part de zéro. Le premier mois, si tu fais quelques centaines d'euros, c'est déjà un énorme encouragement, quoi. Il faut le voir comme ça. Et surtout, encore une fois, c'est un processus d'apprentissage qui est long, mais qui est normal. On est tous passés par ça. Ça me fait penser, en termes d'analogie, à des approches différentes que tu peux avoir vis-à-vis de l'investissement, en fait. Et une approche de court terme qui serait une approche de spéculation, de se dire « Ah, je vais miser sur un truc et ça va exploser ». Et on sait bien qu'il y a un vrai danger là-dedans. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de vraiment pouvoir estimer le timing sur lequel il faut rentrer ou sortir, versus une approche qui serait celle du value investing, donc celle de Benjamin Graham, et puis qui a été pas mal popularisée par un gars comme Warren Buffett, qui est de dire je vais acheter un truc parce que je sais que sur le long terme, cette entreprise elle a de la valeur et elle va monter parce que les fondamentaux sont là. Et donc je sais que effectivement sur le court terme, ça monte, ça descend, c'est impossible à prédire vraiment, donc ça joue trop sur la chance. Mais je pense que les fondamentaux sont là et que sur le long terme, au final, le marché va se retourner dans mon sens, quoi. Et c'est un peu la même approche qu'on peut conseiller en termes de business, c'est-à-dire effectivement, tu peux lancer quelque chose sur une tendance, tu peux avoir un peu de chance, mais il faut pas compter dessus. Et là où tu peux toujours compter, c'est en te disant, tu te concentres sur les bons fondamentaux, même si ta première idée, elle marche pas, au final, tu testes quelques trucs et ça va finir par prendre. Et au final, tu auras le truc qui vient à toi. Ceci étant dit, il y avait une autre tactique dont je voulais parler avec toi. Cette tactique, c'est les bots Messenger. Et je serais curieux d'avoir ton avis et de comprendre. D'abord, j'ai vu que tu avais fait des vidéos où tu en parlais, donc je sais que tu les utilises, mais comment est-ce que tu les utilises actuellement, les bots Messenger, qui sont, pour expliquer un petit peu aux gens, une manière d'automatiser une interaction avec tes prospects via l'application Facebook Messenger?
Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec. Effectivement, on peut faire de l'automatisation. Moi, je l'utilise sur certaines activités pour gérer quasiment le support client. C'est-à-dire que tu as la capacité d'avoir un script intelligent à qui tu vas expliquer les questions qui vont être posées, de prédéterminer ensuite les réponses et de donner tout de suite une information. Quelqu'un qui va taper facture, par exemple, dans Messenger chez moi, il va avoir un lien qui lui propose de récupérer une facture. Enfin bref, ou de rentrer en contact avec moi en utilisant des mots-clés. Donc, on peut prévoir tout un type de scénario comme ça qui permet effectivement de se délester un peu des tâches répétitives ou du moins des questions qui sont un peu rédhibitoires dans le sens où elles reviennent tout le temps et puis les gens généralement ils auraient pu la trouver s'ils l'avaient cherché sur le site. Mais bon, l'outil est là et ça permet effectivement de simuler une interaction mais qui rend service à tout le monde dans ce cas de figure-là. Ça s'est mis en place avec quel outil ? Moi j'utilise Chatfuel pour ça. Il y en a un autre que j'utilise aussi parce que je teste un peu les trucs. Il y en a deux en fait sur le marché et je les ai testés en fait il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc les logiciels ont évolué, donc c'est pour ça un peu de suivre les deux, c'est pas inintéressant. L'autre c'est ManyChat. Donc les deux, il y a une évolution tarifaire qui est différente, mais bref, peu importe. Mais disons que ça fait à peu près la même chose dans tous les cas de figure. Et l'autre aspect qu'on peut utiliser avec les bots Messenger, c'est à la fois d'être plus proactif sur la relation client. Alors on peut notamment récupérer en fait à travers des commentaires, on va pouvoir générer une interaction directement sur Messenger. Exemple, je mets un post en place, je dis tiens, si tu tapes 1 dans la réponse, tu vas avoir un bon de réduction pour le produit 1. Si tu tapes 2, tu auras un bon de réduction vers le produit 2, etc., etc. Et ça, on peut l'automatiser effectivement. Et de cette manière-là, on va pouvoir même se créer une mailing list secondaire, entre guillemets, puisque les bots Messenger permettent ensuite de faire du broadcast, comme on le fait avec nos autorépondeurs, c'est-à-dire de la communication de masse. On peut même prévoir des séquences de follow-up, c'est-à-dire de prévoir des messages qui sont programmés dans le temps, comme sur un autorépondeur classique, et avec des taux d'ouverture qui, là, pour le coup, sont très, très intéressants, puisque en moyenne, on est tous pareils, quoi. Quand on a le smartphone et que ça fait blip, on va regarder qui c'est, et c'est le principe même de Messenger. Donc, pour le coup, les taux d'ouverture sur Messenger, c'est plutôt entre 75 et 90%, alors suivant quand on a joué un petit peu avec, si les gens sont lassés ou pas, etc. Mais bon, bref, on est quand même très, très loin des taux d'ouverture de l'email marketing classique. Et après, ce qu'il faut considérer, c'est qu'effectivement, que c'est un média à part entière, qui a des règles différentes et qu'on ne peut pas se permettre de juste recopier une séquence de mails. Il faut adopter les codes de la communication de Messenger pour que ça produise de bons effets. On peut, là, pour le coup, utiliser plein de choses qu'on ne peut pas forcément faire dans un email, ou du moins pas d'une manière aussi simple que ça ne l'est sur Messenger. On peut intégrer de l'audio, de la vidéo, et pour vraiment faire des choses qui sont beaucoup plus interactives directement, sans avoir besoin de faire sortir les gens de là où ils sont. Et c'est vrai qu'il y a ces dimensions-là qui est intéressante. Et aujourd'hui, encore une fois, moi, je suis assez étonné, effectivement, qu'il y ait assez peu de monde qui l'utilise. On l'utilise pour l'e-commerce aussi, pour des clients. Encore une fois, ça marche très bien parce qu'on peut mettre une campagne de pub sur un post et on va demander aux gens de laisser un commentaire et directement, on va pouvoir, s'ils laissent un commentaire, capturer le droit de leur envoyer des messages ensuite. Et donc, rien qu'avec ça, on peut envoyer des follow-ups sur des promotions, par exemple, on peut capturer des tags sur les gens en disant, voilà, la personne a interagi avec tel post, on parle d'une montre, par exemple, et ensuite, on va faire une mini segmentation qui va permettre de leur envoyer des communications ciblées. On va pouvoir dire, voilà, pour la personne qui est dans la liste montre, on va envoyer un bon de réduction sur les montres. Donc, on peut faire vraiment plein de choses, encore une fois. Et ce qui est intéressant, c'est comme tout ce qui est nouveau, c'est que ça fonctionne, mais que ça fonctionnera moins bien dans quelques années, quand ça sera adopté plus massivement, quand les gens seront saoulés d'avoir 10 notifications pour un bon de réduction pour une boutique, ça marchera plus. Mais aujourd'hui, comme l'email marche beaucoup moins bien, mais ceci étant, aujourd'hui, on est quand même un an après, toujours sur des taux d'ouverture, moi, de ce que je vois, qui sont vraiment, vraiment très, très élevés encore. Et à ma grande surprise, en fait, parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'a adopté. C'est vrai que c'est un outil, encore une fois, un outil, ça ne fait pas des miracles, ça ne remplace pas un mauvais marketing, ça doit juste accompagner une démarche qui est cohérente. Donc, l'outil, et franchement, quand on sait l'utiliser, quand on voit le potentiel qu'il y a dedans et quand on sait en tirer parti vraiment, il y a vraiment moyen de faire des choses sympas. Encore une fois, il ne faut pas le voir comme étant un moyen de bombarder les gens de prospectus, mais comme un moyen de faciliter la communication et de faire passer des messages importants d'une manière assez facile. Ouais. Et c'est un vrai truc pertinent, je pense. Il y a des grosses boîtes qui ont investi là-dedans et qui facilitent effectivement la communication. Donc, si aujourd'hui j'avais un tunnel de vente assez classique, j'ai mettons de la pub Facebook, j'envoie ça sur une page de capture, derrière j'ai une séquence email et puis à la fin je vends un produit. Donc ça serait une séquence classique qui repose sur l'email. À quel point dans cette séquence est-ce que tu inclurais un Messenger bot? Est-ce que tu remplacerais la séquence email ou à quel point est-ce que ce serait pertinent selon toi d'utiliser cet outil en plus ou en remplacement de quelque chose?
Ce que je ferais moi dans un premier temps, je le testerai, je ferai un doublon du funnel pour voir vraiment et je ferai un funnel dédié à Messenger. Mais je pourrais en refaire un vraiment que pour Messenger parce que c'est possible. Ça permet de faire un truc qui est devenu un vrai argument pour les gens, c'est de dire tu n'auras même pas besoin de laisser ton email. Les gens sont fâchés avec ça maintenant parce qu'on leur demande partout, parce qu'ils savent à quoi ça sert. Et c'est vrai que cette partie-là, je l'ai testée pour une campagne. J'avais testé en fait le truc de faire, voilà, tu n'auras même pas besoin pour accéder au contenu. Laisse un commentaire dans le post et tout de suite je t'envoie un truc sur Messenger, tu pourras télécharger directement mon guide, même pas besoin de laisser ton email. Et ça marche génialement bien. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas besoin de passer par la séquence d'email et donc du coup, tu captures des gens qui auraient été effectivement retors à l'idée de te le laisser. D'où l'idée de faire un funnel qui est parallèle finalement, qui va être peut-être plus dédié à ceux-là. Après, effectivement, tu peux mixer un peu les deux, c'est-à-dire d'inclure, ça peut être, c'est intéressant notamment sur les lives. Par exemple, si tu intègres un live sur Facebook ou un webinar, par exemple, ou quelque chose comme ça, tu vas pouvoir avertir les gens, dépêchez-vous, on est en live à tel endroit, rejoignez-nous. Là, ça fait sens aussi parce qu'on est vraiment dans un truc où les gens vont agir tout de suite. Ce qui n'est pas forcément le cas pour racheter un produit, en revanche. Mais pour le coup, enfin, du moins dans le cadre d'un produit, du moins d'un produit formation comme on les fait nous. Pour un produit e-commerce, c'est moins vrai. Mais bref, tout ça pour dire que, effectivement, moi, je le testerai quand même, ne serait-ce que pour toucher les gens qui ne voudraient pas laisser leur email. Et de l'autre côté, je ferai effectivement un petit peu d'inclusion ensuite pour des lives, pour des choses comme ça, et voir un petit peu comment ça réagit. Après, toutes les audiences ne sont pas identiques, c'est-à-dire que si tu t'adresses à des gens qui sont vraiment toujours connectés sur Messenger, ils ne le vivent pas comme une agression. Après, je pense que des gens qui sont peut-être plus âgés aussi, qui ont la cinquantaine, sont moins fans du truc qui tilte tout le temps et de la communication en permanence, quoi. Donc c'est à tester comme toujours, comme chaque chose, en fonction de la niche, de ta cible, et puis ton produit, parce qu'il n'y a pas de règle absolue, il y a juste des adaptations à des théories qu'on pose sur le papier et qu'on a pu confronter plus ou moins à la réalité dans certains secteurs différents. Ça marche. Pour terminer, je voulais te poser 3 questions rapides que je pose à la fin de chaque interview. Et la première question, c'est quel est un livre que tu recommandes souvent ? Alors la publicité scientifique cette fois de Hopkins. Pourquoi ? Parce que en fait c'est un bouquin qui a été écrit il y a très très longtemps et qui est rigolo quand on y réfléchit bien. 1926 ? Ouais, c'est la date de publication, c'est pas la date d'écriture. Je crois même que c'est 1923 et qu'il l'avait écrit avant. Enfin bref, on est à peu près. Il est resté, je crois, une quinzaine d'années dans un coffre-fort. Enfin, mais ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'on n'a rien inventé en matière de marketing, en matière de split test. Il faisait déjà des split tests au tout début du siècle dernier avec la Poste, avec les mêmes règles qu'on applique aujourd'hui en fait, qui sont de dire que voilà, si la campagne est rentable avec tel type de truc, ben on peut la scaler jusqu'à tel point et que il suffit effectivement de trouver une audience et un produit gagnant pour arriver à le faire. Alors, ils faisaient avec des coupons, avec des choses comme ça, c'était effectivement beaucoup plus compliqué que ce qu'on fait aujourd'hui, mais ils arrivaient à le faire avec des retours par la poste. Ça prenait des mois pour arriver jusqu'au bout du truc, mais ça se faisait. C'est assez intéressant effectivement de voir encore une fois qu'on invente, comme souvent en marketing, pas grand-chose, que c'est souvent des redites et des retours un peu à la fois de mode dans certains cas et puis surtout de règles qui ont déjà marché dans le passé. Ah, cool, j'adore ce bouquin. C'est vrai que c'est assez kiffant de voir l'origine de ton métier. Et là, tu vois vraiment quelqu'un qui le faisait avec une technologie complètement différente et qui arrive à des conclusions qui sont assez proches des nôtres sur ce qui va faire qu'une promotion fonctionne, ce qui va attirer l'attention des gens, etc. Deuxième question, si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? De ne pas être trop pressé, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'un business, ça se construit pierre après pierre, et que y a des moments sur lesquels voilà on a pas forcément l'envie, c'est pas forcément des moments qui sont les plus épanouissants et les plus heureux dans sa vie d'entrepreneur, mais à la fois c'est une expérience qui est nécessaire. Moi aujourd'hui je suis content finalement avec le recul d'avoir passé des années au téléphone. Alors sur le moment j'étais pas forcément toujours malheureux, mais il y a des moments où j'ai plus ou moins bien vécu. Mais aujourd'hui ça me donne vraiment un truc qui est différent de plein d'autres personnes, c'est que moi je crains pas de prendre les gens en ligne, que ça me donne un vrai avantage concurrentiel, que j'adore le média téléphonique parce que voilà, ça me permet de faire des ventes en live, des choses que tu peux pas faire forcément, alors que voilà, tout le monde fait des vidéos aujourd'hui, tout le monde fait tel ou tel truc et que ça donne franchement un ascendant qui est différent, quoi. Et donc il y a plein de choses qui sont comme ça. Quand tu réfléchis bien, il faut voir un petit peu le parcours en soi comme étant une expérience globale qui va produire des résultats à terme. Effectivement, on n'est jamais que tous les échecs qu'on essuie, c'est jamais que ce qui nous sert aussi à identifier plus facilement ce qui marche
marche la fois d'après. Donc il faut en passer par là, il faut l'accepter. Il y a effectivement de temps en temps on a de la chance et on peut s'éviter certaines parties problématiques, mais la plupart du temps en réalité, bon voilà, faut l'avouer quand même, faut quand même échouer pour pouvoir réussir. Et donc tout ça, c'est des moments où il faut se dire, faut pas être trop pressé, il faut savoir attendre, et que ce qui paie en business, c'est la patience, la régularité et puis la persévérance. Voilà. J'ai écouté ce matin un podcast du Tropical MBA et dans ce podcast, ils ont une grande théorie et c'est la théorie des 1000 jours. C'est-à-dire que si quelqu'un quitte son travail et lance un business en ligne, en moyenne, ça lui prend environ 1000 jours avant de pouvoir tirer de son business les mêmes revenus qu'il avait dans sa carrière précédente. Qu'est-ce que tu penses de ce chiffre ? Ça semble assez cohérent pour quelqu'un qui démarre. Alors, toi comme moi, si on repartait de zéro, on repartirait pas de zéro. En fait, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que tu as un bagage, mais quand tu pars vraiment de zéro, quelqu'un, je sais pas, qui abandonne son boulot de mécanicien aujourd'hui et qui se lance dans le dropshipping, oui, il va devoir apprendre de zéro toutes les bases. Non seulement du dropshipping, non seulement du commerce, mais du marketing en ligne et puis de plein de choses qu'il connaît pas. Donc, l'apprentissage, il est long et c'est vrai qu'il y a plein de choses à connaître aujourd'hui. Les opportunités technologiques et tout ce que ça permet de faire, elles sont démentielles. Et il faut maîtriser à chaque fois un nouvel outil. Les bots Messenger, il faut y perdre du temps, il faut y passer du temps, il faut tester, il faut trouver, il faut recommencer, il faut le faire avec l'email marketing, il faut construire pierre après pierre un business qui est solide. Et effectivement, alors tu as des petites victoires tous les jours, ça va grossir graduellement, mais je pense effectivement, enfin après ça dépend des gens et des salaires des gens. Je pense que pour quelqu'un qui gagne 1000, 1500 euros, c'est peut-être plus facile quand même d'arriver avant les 1000 jours à ce chiffre-là. Mais si on parle de quelqu'un qui a plutôt dans les 5000 euros, voilà, je sais pas, quelqu'un qui sera un cadre par exemple et qui veut se lancer en ligne, vraisemblablement s'il part vraiment de zéro, encore une fois, c'est-à-dire il y a quand même beaucoup de gens qui sont un peu dans cette situation-là où tu dois tout apprendre. Et effectivement, il faut être un peu débrouillard, il faut avoir l'esprit vif et puis il faut avoir envie de s'intéresser à plein de choses, quoi. Donc, ouais, c'est cohérent. Sans doute un peu trop long pour des gens qui partent avec un petit revenu. Et après, il faut le voir avec des revenus stabilisés. Tu as toujours des pics dans le business. Je sais pas, tu as un produit qui cartonne tout de suite, tu as l'impression que tu as passé un palier, que tu es millionnaire demain. Bon, en réalité, ça retombe assez vite comme un soufflé parce que tu as des effets comme ça de palier. C'est vrai que ce qui compte, c'est la croissance sur le temps. Et ouais, je pense une bonne année pour arriver à avoir quelque chose qui te permet déjà d'avoir des revenus stables et qui te permettent de pas te dire, bon, je vais devoir retourner travailler pour un patron si tu viens de te lancer, ouais, une année pour avoir vraiment quelque chose où tu dis ça y est, où j'en suis sorti, ouais, je pense. Ensuite, pour avoir vraiment quelque chose qui tourne, que tu as automatisé, où tu n'as plus besoin de te poser la question du chiffre d'affaires, où tu es un peu sécurisé et en confiance, ouais, 2-3 ans, ça semble cohérent, quoi. Ouais, il faut ça. Cool. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit ? C'est jamais trop tard. Ça, j'en parlais avec quelqu'un, en fait. C'est un truc qu'on entend beaucoup. Alors, c'est marrant, c'est une question générationnelle, je crois. C'est-à-dire que tous les gens, les millennials un peu, et cette génération-là se posent pas de questions. C'est-à-dire, l'e-commerce, faut en faire. Ils sortent la carte bleue, ils se lancent, ils y connaissent rien, ils ont pas peur, faut y aller. On est tous un peu comme ça, je pense, à 20 ans. Mais il y a plein de gens qui sont plus de ma génération. Moi, je suis plus vieux. Et effectivement, chez les Quadras, moi, j'ai plein de gens qui me disent, ah, j'aimerais bien être comme toi, j'aimerais bien voyager. Mais c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Et en fait, il y a plein de gens c'est trop tard pour les cryptos, c'est trop tard pour le dropshipping, enfin tout est toujours trop tard, quoi. T'as l'impression que t'es toujours passé à côté d'une opportunité, que ceux qui l'ont eu sont des chanceux, des gens, voilà. Mais en réalité, c'est pas le cas, c'est jamais trop tard, même en e-commerce, même en dropshipping, même en formation. Enfin voilà, il y a toujours des nouveaux besoins, il y a toujours des nouvelles tendances, il y a toujours de nouvelles manières pour arriver à réaliser ses objectifs. Les cryptos, voilà, en décembre, tout le monde dit le Bitcoin, il a 20 000, c'est trop tard pour en acheter. Bon, maintenant, il a retombé à 11 000, donc c'était pas trop tard. Enfin bon, bref, ça dépend où tu te situes, c'est toujours pareil. Donc il y a un peu cette phrase-là, ouais, c'est jamais trop tard, et c'est souvent une mauvaise excuse que se donnent les gens pour pas passer à l'action. Pour terminer, je voulais qu'on explique un peu aux gens, s'ils veulent en entendre plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur Internet ? Essentiellement sur YouTube, j'ai fait quand même pas mal de vidéos, donc sur Black Hat Marketing sur YouTube, et puis on a une deuxième chaîne qui est linklead.io qu'on trouve également sur YouTube, et puis après Facebook et les éléments habituels, quoi. Sinon mon nom Sébastien Tissier, ça devrait ressortir quelques résultats où je devrais apparaître aussi. Super, merci Sébastien, à la prochaine. À bientôt Stan, merci beaucoup, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous vous intéressez à ces questions de construction de liste email, de marketing plus efficace, vous pouvez aller découvrir ma propre approche sur cette question, qui est basée vraiment sur une approche fondamentale sur la psychologie humaine, sur comprendre ce qui fait que les gens vont faire une action ou une autre, et qui permet d'optimiser les taux de conversion sur une page de capture, sur une séquence email, sur un site de dropshipping, sur un bot Messenger.
C'est un guide qui est totalement gratuit, que vous pouvez consulter même sans rentrer votre adresse email. Et ce guide peut se trouver à l'adresse sitepersuasif.com. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.